Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à ce tout dernier Overtime NHL de la saison, 13e épisode. Et évidemment, dernier épisode, puisque la Coupe Stanley est enfin gagnée. Les Golden Knights de Vegas, qui sont champions de la Coupe Stanley pour la toute première fois, leur 6e année d'existence seulement. On va en parler aujourd'hui avec Stéphane Rochette et avec notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, Outre-mer. Steph, quand même, une belle saison d'NHL qui prend fin. Une belle saison aussi pour nous à Overtime NHL qui va prendre fin. Oui, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Toutes les saisons ont quelque chose de beau. Il y a toujours des trucs, des moins belles histoires, mais il y a toujours des belles histoires. Et évidemment, l'histoire de Vegas, c'est une très belle histoire. Celle des Panthers aussi, hein, l'équipe du Sud, la Floride, etc. On espère que ça va créer un engouement. On va en discuter un petit peu plus tard, mais ces deux entraîneurs, Bruce Cassidy, un ancien du HCBN, on a quand même un lien avec la Suisse dans cette victoire-là. Ça n'a pas été longtemps, mais voilà. Et puis, je suis un petit peu déçu pour Paul Morris, on y reviendra un peu plus tard, qui a quand même une longue carrière derrière lui, puis qui n'a pas réussi à gagner cette Coupe Stanley. Ouais, on aura la chance d'en parler dans quelques instants. Juste avant, je vous rappelle de vous abonner sur nos chaînes. Évidemment, c'est le dernier épisode de la saison, mais on se retrouve pas plus tard qu'en septembre pour une nouvelle saison d'Overtime NHL. Donc, abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook, Instagram, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez nous suivre et nous voir partout, donc sur nos différents médias sociaux. On accueille notre invité de ce dernier Overtime NHL en direct du Québec. C'est Nicolas Ducharme, le journaliste d'LNH.com. Salut Nicolas. Bonjour messieurs. Nick, tu peux enfin souffler là, la saison qui est terminée, quoique tu as une semaine pour souffler. Non, c'est pas fini. Là. On a le repêchage qui s'en vient, les joueurs autonomes. Reparle-moi-en mi-juillet. C'est peut-être là que je vais relaxer un peu. Là. Voilà, juillet, à vrai dire, qu'on m'a dit que j'allais pouvoir relaxer un peu. La pause de hockey en Amérique du Nord, ici, notre pause à nous, c'est après les championnats du monde jusqu'à début août. Parce que début août, ça recommence les camps d'entraînement. Mais vous, c'est vraiment mi-juillet, 15-20 juillet jusqu'à mi-septembre. Parce que les camps d'entraînement, ça rouvre 15-20 septembre. Oui, exactement. Alors, des camps d'entraînement. Donc, on a c'est un 2 mois, mais pas aux mêmes dates là, par rapport à. C'est ça, c'est décalé. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Des mois qui est quand même occupé parce que des signatures, il y en a tout au long de l'été. Là. Il y a vraiment peut-être juste août que ça relaxe un peu. Là, quand les gros noms du marché des joueurs autonomes sont partis, après, ça souffle un peu, mais c'est vrai que la pause est très, très courte du côté de la NHL. Messieurs, avant de parler d'NHL, on va quand même revenir sur le junior canadien. On en a parlé lors de l'avant-dernier épisode, lors du 11e épisode avec Stéphane, qui était du côté d'Halifax quand on lui avait parlé. C'était la finale de la Ligue junior majeure du Québec. Les Remparts de Québec, l'équipe de ton fils Théo Rochette, qui a remporté les honneurs dans la LHJMQ et qui a remporté également la Coupe Memorial. Stéphane, je veux que tu nous en parles un peu de ce que tu as vécu, mais aussi ce que ça représente comme victoire. Évidemment, une équipe pourra nous en parler aussi. La Coupe Memorial au Canada, c'est quand même quelque chose de gros. Ici, les gens, ils se disent, bon, c'est le championnat junior, etc. Mais ça marque les esprits. Pour vous donner un exemple, mon cousin Michel Brière, c'était l'ailier gauche de Guy Lafleur en 1971. C'est mon plus vieux cousin de la famille, puis moi, je suis un des plus jeunes de la famille. Donc, on a un gros écart. Il a plus de 70 ans maintenant. Il a gagné la Coupe Memorial en 71. Ils en parlent encore aujourd'hui, qui était l'année de Guy Lafleur, etc. On voit des photos partout, oui, avec Guy Lafleur, évidemment, mais pendant 50 ans, ces gars-là se sont retrouvés, se sont vus, ont été invités au match des Remparts, ont été invités à gauche, à droite. Donc, quand tu gagnes la Coupe Memorial en Amérique, au Québec, c'est quelque chose qui marque les esprits. Puis les Remparts de Québec, évidemment, c'est une grosse organisation. Il y a Patrick Roy. Évidemment, ça aide aussi. En 71, avec Guy Lafleur, là, il y a Patrick Roy. Donc, surtout qu'à l'époque, on avait dû attendre jusqu'en 96 pour voir une autre Coupe Mémoriale pour le Québec. Là, donc, c'était majeur là, quand même. Ouais, c'est ça. 71 a marqué l'imaginaire. Je tiens à préciser le 96, l'effort fourni par Nicolas, merci. 3 Québécois et... J'ai appris mes 70, mes 80, mes 90. Je travaille fort, là. C'est Michel Therrien, d'ailleurs, dans les années 90, qui avait gagné avec Francis Bouillon. Pour la petite histoire, c'est les Prédateurs de Granby qui avaient gagné. Moi j'étais voisin de Granby. Là. Je viens de la ville voisine de Granby. Donc, la Coupe Memorial de 96, j'ai bu dedans. J'ai mangé pas de l'alcool, je tiens à mentionner. J'avais 12 ans environ, là, mais... j'ai mangé dedans avec les joueurs, je connaissais. Donc, toi tu avais un lien avec ton cousin, moi j'avais un lien là, avec quelques joueurs là, à l'époque.
lors de certains événements post-conquête. Et puis, c'est tellement important aussi. Il faut savoir que ça a lancé un peu la carrière de Michel Therrien, qui était entraîneur à NHL depuis longtemps. Francis Bouillon était au talk show, je pense, au 5 à 7 de RDS il n'y a pas longtemps. Il disait, écoutez, tout le monde a suivi cette finale-là, etc. Puis il dit, moi, je me rappelle, il dit, j'étais un joueur, je n'étais pas destiné à une carrière d'NHL, etc. Puis cette victoire-là m'a aidé à finalement avoir une carrière d'NHL. Donc, et puis ça a été suivi par des centaines de milliers de téléspectateurs. Il faut dire que c'était un moment de la saison où Montréal est éliminé, depuis longtemps, on va dire. Mais il n'y a plus de club canadien non plus qui est en liste. Donc les gens au Québec, ils se rabattent sur ce qu'il y a. Puis les Remparts, bien évidemment, c'est l'équipe d'une grande ville, c'est un gros marché, c'est Patrick Roy, etc. Tous les matchs de la finale ont été présentés sur RDS. Ils ont fait des codes d'écoute très élevés. Hein. Ils ont publié leur code d'écoute. Ça a été suivi par des centaines. La finale contre Halifax a été suivie par 900 000 personnes. Donc, ils ont publié les chiffres. C'était aussi sur TSN, etc. Donc, il y a eu énormément d'engouement. Le timing était bon aussi. Et puis, ça a été toute une épopée là, pour la Ville de Québec, parce que c'est aussi pour la Ville de Québec, qui est une super ville de hockey, on le sait, parce que nous, d'NHL, on atteint une équipe d'NHL depuis longtemps. Et les gens disaient... J'ai vécu ça, puis à la radio, tout le monde parlait de ça. Ils disaient on n'a pas vécu de telles émotions à Québec depuis les Nordiques de Québec. Donc, on a rempli guichet fermé 18 300 spectateurs les derniers matchs. Il y avait du marché noir. Les gens regardaient sur écran géant à l'extérieur de la patinoire. Quand c'était les matchs à l'étranger, ils regardaient, les gens se réunissaient, etc. Donc, il y a eu tout un engouement qui a dépassé les attentes. Hein, parce que l'année dernière, les Remparts, ils ont perdu en demi-finale, mais ça a été long avant que les gens embarquent l'année passée. Ils ont embarqué dans les derniers matchs dans la série de demi-finale, mais cette année, ils ont embarqué très tôt. Ils ont suivi et les espoirs étaient grands. Record de foule de la LHJMQ, d'ailleurs. Oui, ils ont battu le record de tous les temps. L'autre record, c'était un match qui a été présenté au Forum de Montréal à l'époque de Pat Lafontaine. Hein, c'est ça? Exactement, oui. Équipe de Canadien de Verdun, donc c'était exceptionnel. Donc là, il y a eu toute une histoire derrière ça. C'était la belle histoire, donc il y avait quand même énormément de pression sur les jeunes. Et puis, mais cette équipe-là, ça a été dit dans les médias aussi, les joueurs, Théo, il est retourné aussi pour ça. Depuis le jour 1, ils ont annoncé la couleur. Théo, il dit, moi, je suis revenu à Québec. Patrick Roy, il dit, moi, je refais une saison parce qu'on veut être champion de la Ligue. Et puis, la saison régulière, on veut tout gagner cette année. L'objectif ultime, c'est la Coupe Memorial. Et ils l'ont fait. Donc, ils n'ont pas fui la pression. Ils ont dit non, c'est pour ça qu'on est là. Puis si on n'atteint pas ça pour nous, on sera déçus ou ce sera un échec, entre guillemets. Donc, l'épopée était belle, l'engouement était là. Et c'est des émotions. Quelqu'un me disait, on en parlait, je ne sais pas si on en parlait sur le podcast avec toi, est-ce que Théo revivra un tel engouement pour le hockey, un tel... tu sais comme ça, la couverture médiatique était énorme pour la Coupe Memorial. Là. Tous les médias étaient là, les conférences de presse aux entraînements, etc. etc. Donc, je ne sais pas s'il va revivre une fois dans sa carrière, que ce soit en Amérique ou ici. S'il revient ici, par exemple, je ne sais pas s'il va revivre un tel engouement. C'était... Nick, tu l'as vécu aussi de l'extérieur. Moi, j'étais dedans. Ouais. Toi, tu l'as vécu un peu de l'extérieur. J'ai déjà couvert la Coupe Memorial dans le passé. Donc, mais c'était à Shawinigan. C'était pas la même chose là, que le gros spectacle qu'on avait c'était à Kamloops, là, quand même. Bon, Kamloops, c'est un peu plus gros que Shawinigan, mais où justement, il y avait de l'effervescence puis il y avait cette histoire-là. Chaque année, il y a une histoire différente à la Coupe Memorial. Il y a des joueurs qui se signalent. Il y a des belles histoires. C'est du beau hockey. C'est pas du hockey avec du gros argent, des gros sous. Il y en a un peu, là, quand même, mais les Remparts, c'est une grosse organisation. Il y a certaines grosses organisations. Au Canada, il y a aussi des tout petites organisations qui se signalent donc chaque année. Et bon, ben, ça a quand même bien été là, pour Théo en plus là, pendant le tournoi. Là. Il a connu un bon tournoi. Écoute, c'est parti ses playoffs. Les deux premières rounds, ça a été so-so, mais ça a été des rounds assez faciles. Donc, Pat tournait avec ses 4 lignes, etc., etc. Il s'est gardé un peu du jus, là. Et puis, il a forcé un peu plus dans les deux dernières séries. Contre Gatineau, ils sont passés en 4 matchs contre Gatineau, qui était une grosse équipe, qui s'était équipée. Là. Il y avait des bons joueurs. 4 matchs serrés, battus en 4 matchs. À partir de ce moment-là, tu sais, moi, je regardais ça, j'étais sur place, je sentais ça, puis je me suis dit, autant l'année passée, la saison dernière, les étoiles n'étaient pas alignées, il y avait toujours un petit quelque chose, une décision d'arbitre, il y a toujours un petit quelque chose qui ne fitait pas. Là, contre Gatineau, on a senti que les petits détails, le petit machin,
dame chance ou n'importe quoi être un peu... Tu sais, ça suffit pas d'être bon, il faut être un peu chanceux des fois. Et ils ont eu ces petits breaks qu'il fallait. Ils ont marqué des gros buts au bon moment. 4 matchs contre Gatineau, c'était wow. Gatineau était annoncé comme la meilleure équipe au Canada après Noël, pour ceux qui suivent un petit peu. Et puis ensuite, contre Halifax qui était redoutable. Hein, on les attendait pas là, qui ont été redoutables quand même, qui ont donné du fil à retordre. Victoire en 6 matchs, ça a été une bonne série. Il y avait des bons joueurs du côté d'Halifax. Halifax, ils ont surutilisé leurs meilleurs éléments. Josh Lawrence, Doucette, et ils ont joué 25-30 minutes par match à la profondeur des remparts à parler dans cette série-là. Le gardien était excellent. Et puis après ça, bien évidemment, la Coupe Memorial, les gars, les joueurs, ils étaient contents de gagner la Coupe Memorial. D'être champion de la Ligue, ça a été vraiment fort. On l'a, etc. C'était émotionnel, etc. Mais c'est le dimanche soir à Halifax. Ils ont pris le match, l'avion 3 heures après le match, ils ont pris l'avion direction Québec. Les gens les attendaient à l'aéroport, devant le centre Vidéotron. Ils ont fait l'espèce de party avec les gens. Ils ont fêté le dimanche soir jusqu'au lundi. Mais à partir de lundi, ils ont tourné la Switch. La page, c'est ça, tourner la page. Parce que le vendredi, ils jouaient déjà à Kamloops. Donc, c'est un voyage de 5 heures d'avion, c'est 3 heures de décalage. Donc, lundi, ils reçoivent le message du coach. Party is over, on s'entraîne demain matin. Mardi matin sur la glace, entraînement, préparation. Mercredi matin, ils étaient dans l'avion pour Kamloops. Un long périple là, pour se rendre à Kamloops. Petit entraînement en arrivant, petit entraînement jeudi, puis vendredi, ça commençait à Kamloops. Donc, t'es champion, mais il y a encore la Coupe Memorial derrière, le tournoi de la Coupe Memorial. Et puis les joueurs, ils ont switché assez rapidement. Ils ont dit, oui, super, on l'a, mais l'objectif ultime, c'est la Coupe Memorial. Et ça, je pense que Patrick, le staff, ont vraiment bien fait. Simon Gagné, l'expérience des coachs a aussi aidé beaucoup là, dans cette épopée-là. Puis ils ont commencé très fort. Premier match à Kamloops, victoire de 8-3 contre l'équipe locale. Aucune discussion possible. Vraiment le rouleau compresseur. J'ai regardé le tournoi, puis je veux dire, le seul match où ils n'ont pas bien performé, c'est parce qu'ils étaient déjà assurés d'aller en finale. Donc, c'était un peu comme on dit, un mulligan là, ici là, au golf. Là, mais, c'était un match où les gars ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de gagner, donc tu ne veux pas te faire mal. Le coach joue avec ses 4 lignes, tu ne bloques pas trop de shoot. Puis les malchances, tu sais, des fois, ça ne tourne pas pour toi. Les malchances sont arrivées dans ce match-là. Le défenseur qui tombe perd le puck, goal, un mauvais changement, goal, un autogol du défenseur. Donc, on s'est dit, quand on dit que les étoiles sont alignées, les malchances que tu as à avoir sont arrivées dans ce match-là. Parfait. Et puis là, le danger qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont remporté le premier match. Ils ont battu Seattle le lundi pour aller directement en finale, comme tu dis. Donc, le match contre Peterborough, c'était le mardi. Ils savaient qu'ils étaient classés. Un gros match, parce que Seattle était annoncé comme la grande équipe. C'est une équipe qui a 7 choix de premier tour de NHL, sauf erreur. Hein? Donc, une grosse équipe. Ils ont battu... C'était un tournoi à 2 équipes. Là, Seattle et Québec. Les Remparts et les Thunderbirds de Seattle. Oui, c'est ça. Ils les ont battus le lundi, donc directement en finale. Donc, les autres équipes ont joué. Puis, il y avait un défi qui les attendait. C'est que là, ils ont gagné lundi, mardi, petit match qu'ils ont perdu, mais qui ne voulaient rien dire. Après, tu as une pause mercredi, jeudi, vendredi, samedi, avant le match du dimanche. Donc là, ils sont là-bas à l'hôtel. Ils ont eu congé mercredi, jeudi. Donc là, il y a des copines qui étaient là, des familles. Donc mercredi, jeudi, ils sont allés à la beach, parce qu'il y a une petite beach au bord de la rivière Thompson, près de la patinoire. Là. Volleyball, une petite activité d'équipe, volleyball de plage avec les copines, un bon repas le mercredi soir dans un steakhouse, un autre bon repas dans un club de golf le jeudi. On oublie le hockey, puis un reset le vendredi. Pat, il a dit, je vais donner 2 jours de congé off complètement. Puis le vendredi, ben là, c'était retour au boulot. Entraînement vendredi, samedi. Les gars sont pas trop sortis parce qu'il faisait chaud quand même. Ça a été une semaine magnifique là-bas. Et puis, les gars sont restés à l'hôtel. Ils sont allés voir le match du vendredi d'autres demi-finales entre les Thunderbirds là, et puis Kamloops. Et puis, ils étaient prêts. On s'est dit comment ils vont sortir, etc. Ils ont joué. Nick, tu as regardé le match. Je pense qu'ils ont joué presque que les médias disent, les observateurs, un match quasi parfait. Oui. C'était un match parfait, honnêtement. Ça reste du hockey junior. Il y a tout un place à la petite erreur, les choses qui sont normales d'exécution. Bon, ça, c'est du hockey junior et non, vraiment, ça a été un match parfait. Puis je pense que c'est aussi ce que Patrick Roy a dit par la suite après le match. Ça avait été une performance vraiment... c'est une rare performance comme on peut voir. Ça me rappelait d'ailleurs Grimby en 96 parce que ça avait été un peu la même chose. C'est quand une équipe décide de s'élever au-dessus de la mêlée, c'est ce que les Remparts ont fait. Là, ça a été vraiment là, convaincant comme performance. Il n'y a pas eu d'appel. Non, ils n'ont rien donné. Et puis, il y a eu les gros canons de l'autre côté n'ont pas pu s'exprimer. Les défenseurs ont bien joué. Donc, tout le monde a eu son
son prime. Tout le monde est arrivé en forme au bon moment. Là, je lève mon chapeau à l'entraîneur qui a pas surutilisé personne durant la saison. Il y a eu des matchs durant la saison. Moi, je peux pas parler pour mon fils. J'ai tous les temps de glace, etc. Il y a eu des moments dans la saison où il y avait pas mal de matchs, etc. Pat, il ne coachait pas, il surutilisait pas ses meilleurs éléments. Théo, il y a des matchs qui a joué 15 minutes. Là. Durant la saison. 15 minutes, même 14,5, 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes, des matchs où on survolait un peu les débats, éviter les blessures, et puis pour que tout le monde soit en confiance, pour que tout le monde soit involved, impliqué, etc. Évidemment, la Coupe Memorial, durant les playoffs Coupe Memorial, on a réduit le temps de glace, évidemment, du 4e bloc. Là, il y a eu des 20-25 minutes régulièrement. Mais durant la saison, là, c'était même frustrant des fois pour les bons joueurs. Je joue 15 minutes ce soir. Là, 4e bloc sur le power play en 3e période, et puis... voilà, c'est comme ça, mais l'objectif ultime, c'était pas d'être champion du monde au mois de novembre ou au mois de janvier. C'était d'être champion canadien au mois de début juin, et ils y sont arrivés. Et puis, comme parent, c'est assez incroyable. Les émotions, c'est extraordinaire. J'étais là, j'ai fait 4000 km en 8 jours, hein, parce que je suis allé pour les matchs. Parce que j'aurais pu prendre l'avion, mais c'était compliqué, connexion à Montréal, etc. J'ai dit, bon, probablement la dernière fois de ma vie que je vais dans les maritimes, je vais y aller en auto. Donc, c'est 10 heures de route entre Québec et Halifax. 10 heures de route, 1000 km. Donc, c'était pour 2 matchs, les matchs 3 et 4. Donc, je suis parti le jour d'avant, je suis revenu le jour d'après, petite balade. Je suis allé à Peggy's Cove. Là, évidemment, il y a ce monument là où la CR-111 s'était écrasée à l'époque, etc. C'est une superbe région. Donc, j'ai visité un petit peu. Puis, je me suis dit, bon, on menait 3-1. Le match 5, je dis à Théo, arrange-toi donc peut-être terminer vendredi en 5. Comme ça m'évite de retourner à Halifax dimanche. Aller-retour pour un match. Et non, ils ont perdu. Ils étaient découragés le vendredi parce qu'ils auraient voulu faire la fête, etc. Je pense qu'il y a eu énormément de pression pour finir ce match-là. C'est dur de closer une série à la maison. Hein? Donc, ils ont perdu ce match-là. Et puis, tout à coup, le dimanche, papa, aller-retour à Halifax. Donc, pris ma voiture, aller-retour pour un match. Mais je ne regrette pas d'être allé parce que j'ai pu aller sur la glace après le match, avec la coupe, avec les joueurs. Tous les parents n'étaient pas là parce que c'était compliqué, parce que c'était un match. Puis après le match, ils ont offert aux parents de rentrer avec l'avion de l'équipe. Donc voilà. Moi, je ne suis pas rentré parce qu'il fallait que je ramène ma voiture, mais il y en a qui étaient venus en avion. Donc ils n'ont pas pris leur vol à eux. Ils sont venus avec l'équipe pour fêter à Québec. Donc c'était une belle histoire. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait 4000 km en 8 jours mais j'ai aucun regret. Hein? Non. C'est des moments qui vont me rester à toute la vie. Et puis ça se roule bien. C'est des grandes autoroutes en Amérique du Nord. Tu peux manger, boire, lire le journal et puis conduire en même temps. T'as des Tim Hortons tous les 10 km à peu près. Là, peu près. Puis des Irving. Et puis des stations d'essence. Dans ce coin-là, c'est Irving, Tim Hortons. C'est ça. C'est tout. Exact. Que ça. Mais c'est comme parent, Puis j'ai discuté avec Stéphane Robida, le père de parce que Stéphane Robida, c'est l'ancien joueur d'NHL, pour ceux qui ne connaissent pas en Suisse, l'ancien joueur d'NHL qui a joué à Dallas, qui a joué à Toronto, qui a joué à Montréal, qui a eu une super carrière, un défenseur droitier, qui est assistant entraîneur des Canadiens de Montréal. Maintenant, c'est lui qui coach les défenseurs. J'avais pas eu trop l'occasion d'y parler cet hiver, évidemment, parce que moi, quand j'allais au Québec, lui, il venait pas au match parce qu'il coachait les Canadiens. Mais là, j'ai parlé des heures et des heures de hockey avec lui durant ses playoffs et surtout à Kamloops et tout. Puis j'ai dit, Steph, tu vis ça comment? Tu as une carrière NHL, coach des Canadiens de Montréal, etc. Il dit, Steph, je suis comme toi, je suis émotionnel. Il dit, c'est mon fils, il dit, avec ma femme, la famille et tout, il dit, je suis aussi émotionnel que toi. Puis on était tous assis dans la même section, les parents, etc. Je suis souvent assis à côté de Steph Robida. Et puis voilà, ça vient te chercher. C'est des moments où tu dis, tant qu'à être là, autant aller au bout, puis ça va leur rester pour la vie. Hein. Cette équipe-là, elle va rester... ça va rester pour la vie. Et puis, c'est des émotions qui sont uniques. À Kamloops, c'était une autre histoire. À Halifax, c'était quelque chose. Puis à Kamloops, c'était un tournoi. Puis là, on s'est retrouvés tous les parents. Plein de parents que je ne connaissais même pas. On a fait des parties ensemble. Après le match, je vous donne une anecdote. Avant le match de la finale, on s'est retrouvés. Le match, était à 4 heures de Kamloops. On était tous un peu tendus quand même. Hein. On a réservé un restaurant à 13 heures juste en face de la patinoire. Et puis... On était là, puis on était tous, on mangera pas trop parce qu'on aura peut-être un peu de peine à digérer, quoi. Et on espérait, on savait que ça jouait sur rien parce que l'équipe en face Seattle était très bonne. On s'est dit, bon. Et puis il y a quelques parents même qui étaient très émotionnels avec ça. Il y en a qui disaient, voilà, tout le monde était à fleur de peau. Stéphane Robida a compris. Puis après le match, on a gagné, on est allé sur la glace, etc. Puis les joueurs étaient obligés, après le match, comme à Halifax, ils étaient obligés de prendre l'avion direct après le match. Donc, ils leur ont dit,
3 heures après le match, l'avion est sur le tarmac, elle vous amène direct à Québec. C'est un charter, vol de l'Élysée. Et puis là, les joueurs, ils savaient, ça fait chier parce qu'on ne pourra pas fêter avec les parents parce que nous, les parents, on revenait tous le lundi sur des vols commerciaux. Puis ils se sont dit, mais nous, on veut rester à Kamloops, fêter avec les parents, on ne veut pas s'en aller. Oui, on veut voir les fans à Québec, mais on va arriver à 6h30 du matin parce que c'est le vol de nuit. Non négociable, etc. Donc les joueurs, ce qu'ils ont fait, on était sur la glace, ils ont traîné. On est resté presque 2 heures, 2h30 sur la glace après le match. Et puis là, les organisateurs commençaient à s'impatienter parce que les médias étaient partis, etc. Puis là, les gars, ils n'allaient pas se doucher, tu vois. Ils avaient commandé du McDo pour tout le monde. Donc, il y avait à peu près 2000 balles de McDo. Là. Ça a sorti dans les médias aussi parce qu'ils ont demandé aux joueurs, vous voulez manger quoi après le match? McDo. Donc, ils ont commandé. D'ailleurs, le gars qui a commandé le McDo, la fille, il ne l'a pas cru. Elle a dit, non, c'est pas possible, je veux une commande comme ça. Non. Fait que, puis les joueurs ont traîné. Puis là, finalement, ils ont dit, vous sortez de la glace, vous allez vous doucher, l'avion vous attend. OK, on y va. Puis là, les gars, au lieu d'entrer dans le bus puis d'aller direct à l'aéroport, ils ont dit on va voir les parents en face au bar parce que nous, on faisait la fête au même bar où on avait mangé. Fait que là, les gars, ils ont dit on prend pas l'autobus, nous, on s'en va fêter avec les parents. Fait que là, les organisateurs, ils ont dit attends, l'avion vous attend, là, elle est sur la piste. Non. Fait que là, les gars, ils ont dit c'est non négociable, nous, on fait avec les parents. Donc là, finalement, ils ont dit OK, on vous donne 45 minutes pile, puis vous revenez, nous, on négocie. Donc, ils ont venu 45 minutes avec nous, on a sablé le champagne, etc. On a fait une photo, tout le monde ensemble, et puis après, ils sont partis à Québec. Et puis, ils ont fêté. Il y a des gens qui les attendaient à 6h30 le matin à l'aéroport, quelques dizaines de personnes. Et puis, on devait faire une parade le mardi. La fameuse fête avec les fans, le défilé, mais ils annonçaient tellement pas de beau temps qu'ils ont décidé de le faire le lundi soir. Et puis nous, les parents, on n'était pas là. Puis les parents et copines, parce qu'on revenait tous sur des vols commerciaux le lundi. Donc, on a raté ça, mais finalement, c'est pas si grave. On était là pour les moments. Puis il y a des parents le père de Bolduc, Zachary Bolduc, qui a le choix de premier tour des Blues de Saint-Louis. C'est lié à Théo, le grand copain, famille d'accueil et tout. Son papa, c'est un bout d'entrain, là. C'était notre mascotte. Et, c'est un gars qui est rassembleur, grosse personnalité, etc. Et tout. Puis, très comme ça, il pleurait comme un bébé. Il a fait pleurer absolument tout le monde. Il pleurait. On était tous à fleur de peau, là, au bord des larmes, pleurait un peu. Puis lui, il était inconsolable pendant 1 heure ou 2. Il a fait pleurer Stéphane Robida, il m'a fait pleurer moi, il a fait pleurer Patrick, il a pris Jacques Tanguay dans ses bras. Il a pris Pierre-Carl Pelado, qui est un homme d'affaires hyper connu, très riche au Canada, qui est le propriétaire de Québecor et tout ça, le propriétaire de l'équipe. Il l'a pris dans ses bras. Il a fait chialer tout le monde pour finir. Et puis, c'est des moments... voilà, c'est des moments... Les gens ne se rendent pas compte ici ce que ça représente, mais la Coupe Mémorial, ils vont toujours rester les gagnants de la Coupe Mémorial 2023. Et cette équipe-là sera toujours unie d'une certaine façon. On est que tu peux en témoigner. C'est gros au Canada. C'est tellement gros, ça. C'est vraiment gros. Je dirais que pour le Canada, outre la Coupe cette année, c'est le deuxième plus gros championnat. Au niveau hockey. Il y a des équipes de la Ligue américaine, tout ça, mais ça n'a pas la même visibilité que la Coupe Mémorial. Et autant pour les familles, pour les joueurs, ce sont des souvenirs il y a des familles d'accueil incroyables. Il y a des familles d'accueil qui sont venues à Kamloops. Donc, les familles d'accueil qui sont familles d'accueil depuis longtemps, évidemment, l'organisation des remparts, grosse organisation, évidemment, ça a été payant pour eux, tout ça. Ils ont offert des billets d'avion aux familles d'accueil, aux familles, etc. La classe numéro 1, une organisation de première classe, Nicole Bouchard en tête, Jacques Tanguay. Moi, j'ai que des bons mots à dire pour eux au niveau de l'organisation. C'est pas parce qu'ils font de l'argent et il y a des revenus qui sont obligés de leur donner, mais ils sont vraiment très, très généreux. Il y a des familles d'accueil. Juste pour vous donner un exemple, il y a une famille d'accueil, la famille d'accueil de Komarov, un défenseur russe qui vient de signer avec Buffalo d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'ils ont Komarov comme en pension. Ils sont venus à Kamloops toute la semaine, mais le samedi, avant la finale, ils avaient un mariage à Montréal d'un joueur qui avait eu en famille d'accueil à l'époque. Puis ils étaient témoins de mariage. Donc, ils sont venus à Kamloops toute la semaine. Le vendredi, ils sont retournés à Montréal, un vol de 4-5 heures en passant par Vancouver. Ils sont allés au mariage le samedi. Ils ont repris l'avion le dimanche matin pour l'Ouest canadien à Kamloops. Ils sont arrivés durant la première période de la finale parce que leur vol était un petit peu en retard. Ils sont arrivés au milieu de la première période. Ils sont venus, ils voulaient absolument être là. Donc, vous vous rendez compte, là, c'est des gens qui sont... Puis ils ont fait la fête avec nous, avec les parents, etc. Donc, évidemment, pour ces familles d'accueil-là aussi qui hébergent des jeunes depuis des années, il y avait plusieurs familles d'accueil qui étaient là. Pour eux,
ils sont... Et les remparts ont été chics avec eux aussi, les invités, tout ça, donc pour les remercier de ce qu'ils font pour les jeunes, parce que les familles d'accueil, on n'y pense pas, mais ils font pas l'argent, hein, ils sont dédommagés par le club pour garder des jeunes, mais ça leur coûte de l'argent. Hein. Faut s'occuper, il faut faire des repas, de la cessive, etc. C'est énorme. Puis ces gens-là, c'est aussi une réussite pour eux aussi. C'est une réussite pour tous les gens de l'organisation. D'ailleurs, les remparts ont annoncé pas mal de promotions, pas mal de changements. Je pense que Nick, tu l'as vu. Madame Bouchard qui va travailler avec Simon Gagné, Patrick Roy quitte. Donc, c'était la fin d'une époque là, chez les remparts. C'est ça. D'ailleurs, c'est un cycle de 5 ans. Donc, Jacques Tanguay et Patrick ont quitté avec les honneurs, et puis là, c'est la relève. Et puis tous les gens aussi, il y a des gens aussi, on parle pas souvent, mais les gens comme toi ici qui sont en charge des réseaux sociaux, qui ont fait un job extraordinaire. Hein. Le marketing, au niveau des remparts, au niveau du marketing, c'est ce qu'ils ont fait. Même moi, je leur disais, je les croisais parce qu'ils étaient avec nous, les environs, c'est des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, les parents. Moi, j'aurais dit, un job incroyable. Communication, vendre leurs produits, etc. Ils ont été bons à aller chercher les jeunes chez les réseaux sociaux. Ils vont chercher les enfants aussi dans les promotions. Ils vont chercher les adultes, les sociétés. Moi, je dis chapeau. Hein. C'est une organisation qui est gérée comme des organisations de NHL. Puis au niveau de la couverture médiatique, il y a des équipes de NHL qui n'ont pas cette couverture médiatique-là, probablement. Oui, mais félicitations à Théo et au Rempart. Vraiment, ça a été... une très belle dernière saison pour Théo en Amérique du Nord, et ça se termine avec 2 images lorsqu'il va chercher les 2 trophées. C'est ça, comme capitaine, c'est sympa parce que capitaine, c'est sur toutes les photos. Hein? Donc, mais c'est vrai que t'es capitaine, mais voilà, il avait 2 ans et il a une certaine fierté. La Coupe Memorial s'est super bien allée. Il a bien produit dans les 2 dernières séries, demi-finale contre Gatineau et Halifax. Il jouait chaque fois contre le meilleur bloc adverse. Hein. C'est lui qui était en charge de contrer le meilleur bloc adverse et d'avoir le dessus sur le meilleur bloc, ce qu'ils ont fait. Et puis à Coupe Memorial, la même chose. Ils ont joué contre les Superstars de Seattle. Ils ont eu le dessus dans les 2 matchs contre eux. Et puis bon, il a été sur l'équipe d'étoiles, 3e marqueur du tournoi, sur l'équipe d'étoiles de la Coupe Memorial. Donc, c'est toujours... Écoute, tu fais pas une carrière, mais c'est toujours un truc que tu peux dire, ben... Voilà, ça reste, et puis je l'ai fait. Ouais. Et puis quand tu vas sur Elite Prospect, ben, il est rendu avec 3 trophées, c'est sympa. Hein, et puis c'est dans les trucs en bas. Parce que nous, on va souvent sur Elite Prospect, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, on fouille, on va. Puis Elite Prospect, c'est une des références. Oui, ma Bible à moi aussi, là, inquiétez-vous pas. Là. Ben, c'est ça, mais c'est tellement bien fait. Mon chapeau à eux, ils font un travail extraordinaire. Hein, ce site-là est extraordinaire. Donc voilà, c'est ça, c'est derrière la cravate. Maintenant, il faut gérer le petit down blessure aussi, parce qu'il était blessé à l'épaule sérieusement. Là. Il a joué, on va en parler tantôt, les joueurs blessés. Là, il a joué blessé, il a réussi à le faire, mais il y avait plusieurs petites blessures. Là, il doit gérer ça. Et puis là, tout à coup, ben là, c'est le passage au hockey d'adulte professionnel, qui est une autre paire de manches. Oui, et ça, ben, c'est de la musique d'avenir. Ouais. On aura plus de détails dans les prochaines semaines. Messieurs, on va revenir quand même à la NHL après ce parcours des Remparts de Québec, et on va parler de la finale remportée en 5 matchs par les Golden Knights de Vegas. Messieurs, je me tourne vers Nick en premier. Nick, on avait 2 équipes... une qu'on attendait, celle des Golden Knights de Vegas. Peut-être le seul point d'interrogation au début des playoffs, c'était la situation devant la cage, mais c'est une équipe qui avait terminé première dans l'Ouest, qui avait beaucoup de profondeur, de l'expérience aussi en playoffs avec des Pietrangelo, avec des Martinez, avec des Barbashev qui avaient déjà remporté une Coupe Stanley, face à une équipe qui avait surpris toute la sphère du hockey en surprenant tout d'abord les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, les Hurricanes de Caroline. Mais moi, j'ai eu le sentiment, je pense que c'est un sentiment que tout le monde partage, ça a été une finale un peu à sens unique. Est-ce que tu es surpris, Nick, du résultat de Vegas en 5 matchs? Je te dirais qu'après après la première période du 2e match, on a tout de suite compris que ça serait assez rapide, merci, comme série. Parce que ça a cassé dans le premier match. Jusqu'en 2e période, dans le premier match, les Panthers, les Golden Knights, ça se tenait. C'était un match qui était serré. Et on a marqué 2 buts en 3e période du premier match du côté des Golden Knights. Donc, ça a un peu cassé les reins. Et rapidement, on a pris l'ascendant dans le 2e match chez les Golden Knights. Et là, on a vu plus de vitesse, plus de... ça frappait fort chez les Golden Knights. On bloquait le centre. C'était impossible d'avoir accès à Adonil. Tu parlais de la situation chez les gardiens. Ben, c'était ça. C'était
chez les Golden Knights, on n'a pas eu besoin d'un grand gardien pour gagner cette série-là, tandis que chez les Panthers, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu que Sergei Bobrovsky vole tous les matchs. Il avait un peu fait ça là, depuis, entre autres depuis le début des playoffs, mais là, bon, c'était trop demandé. Et ensuite, il y a les blessures chez les Panthers qui sont mis à tomber. Les joueurs sont mis à tomber. Ça n'a pas été la finale la plus contestée, là, soyons francs. Et on dira chez les Panthers, on a rapidement disposé des Hurricanes de la Caroline en finale d'association. Et on a eu 9 jours de repos. Et pour une équipe, Cendrillon, tu l'as dit, parce que c'était un peu ça, les Panthers, d'avoir 9 matchs de repos, 9 matchs où tu perds le rythme, on n'a jamais été capable de retrouver ce rythme-là. Et c'est ce qui explique, entre autres, là, le fait que ça s'est terminé dans 5 parties. Il y a quand même 2 choses que je retiens dans ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'Aiden Hill, il n'est pas vu comme un gardien d'exception en NHL. Là. Ses performances, d'ailleurs, c'était ses premières séries éliminatoires en carrière. Ouais. Écoute, il a coûté un 4e choix, un choix de 4e ronde l'été dernier. C'était le 3e gardien, quand on y pense. C'était Logan Thompson, c'était Laurent Brossoit lorsqu'il allait revenir de sa blessure. Et on avait Adenil comme Jonathan police Quick d'assurance. Et Jonathan Quick comme 2e police d'assurance, d'une certaine façon. Ouais, on a rajouté d'autres polices d'assurance au fil de la saison parce que je pense qu'on a utilisé 6 gardiens là, chez les 5 ou 6 gardiens là, chez les Golden Knights cette saison. C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale de hockey où est-ce que si tu as une bonne défensive puis tu ne laisses pas l'accès à l'enclave, après ça, tu as besoin de juste un gardien qui fait les arrêts, qui n'a pas besoin de voler des matchs. Et c'était ça le parcours en séries éliminatoires d'Adenil. C'était. Mais est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va casser la croyance qu'il faut absolument aller chercher un gardien de premier plan pour gagner la Coupe Stanley à 8, 9, 10 millions, comme on a fait à Montréal avec Price, Bobrovsky 10 millions? Est-ce que ça va casser ce qu'on entend toujours que sans un gros gardien, monsieur 50%, tu peux pas gagner la Coupe Stanley. Ça va casser ça? Dans les dernières années, Nick, tu me corrigeras, mais il y a qui là qui n'était pas considéré comme un grand gardien qui a gagné? Darcy Kemper. Kemper n'était pas un grand gardien. Aiden Hill, Jordan Bennington. Oui, effectivement. Tout ça, il y a Andrei Vasilevski. Fait que si vous voulez trouver un équilibre, bon. C'est le contre-exemple. Non, c'est le contre-exemple. C'est vrai. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que ça va casser? Parce qu'on sait que ça fonctionne par imitation. Quand il y a une équipe qui gagne la Coupe Stanley, tout le monde dit that's the way. C'est comme ça qu'il faut construire une équipe. On essaie de les imiter. Mais cette mode-là, elle est amorcée depuis quelques années. Là. On réalise que tu es peut-être mieux de placer ton argent, d'avoir 2 gardiens à une masse totale de 7-8 millions que d'avoir un gros gardien à 10 millions. Tu dois en payer un deuxième qui coûte 2 quelques millions. Regardez les Panthers. On a Bobrovsky à 10 millions environ, puis on a Spencer Knight à 4,5 millions l'année prochaine. Sur le plafond salarial, sur la masse salariale, il y en a beaucoup. Là, ça vient beaucoup de ce gros pourcentage de la masse salariale qui vient de s'envoler. Et chaque soir, il y en a un des deux qui ne va pas jouer. Donc, cette mentalité-là... Tu sais, je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas en train de faire ce parallèle-là, mais au football américain, on a les botteurs. Là. Tu veux un bon botteur, mais tu ne paieras jamais ton botteur 5 millions par année. On se comprend? Tu ne paieras jamais... Tu ne seras jamais le joueur le plus payé de ton équipe. Là. Même si, lorsque la pression est là, c'est lui qui doit livrer la marchandise. Mais bon, en même temps, tu m'offres Andrei Vasilevski demain, ça se peut que je lui offre le contrat approprié. Là. Tu te retrouves dans cette situation-là où un gardien, tu n'as pas le choix à un moment donné de payer ce gardien-là. Tu ne peux pas le laisser partir alors que c'est un pilier de ton équipe. Il faut que tu fasses les playoffs aussi. Il ne faut pas oublier que il faut que tu joues 82 matchs, finis dans les 16 premiers. C'est dur de faire les playoffs en NHL. Les Panthers en sont la preuve. Ils sont rentrés par la porte d'en arrière. Là. C'est ça, exactement. Et non seulement c'est plus difficile, c'est très difficile de faire les playoffs, mais le hockey de playoffs n'est pas le même que celui de saison. Donc, ce qui va être la clé pour faire les playoffs en saison n'est pas du tout la même clé pour aller loin en séries éliminatoires. Donc, c'est un peu contre-productif dans ta manière de construire ton équipe. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on arrive à la date limite des transactions, les équipes vont chercher des joueurs qui, en saison, ne vont pas nécessairement être de grands atouts. Je pense à Ivan Barbachev du côté des Golden Knights, mais qui, une fois en playoffs, c'est des joueurs d'énergie, c'est des joueurs de profondeur qui ont du talent, qui ne vont pas nécessairement remplir le filet, mais qui vont te donner... des bonnes mises en échec qui vont venir. Ouais, est-ce que tu crois que Gouda se souvient de son nom? Est-ce que tu crois que Gouda a remarqué que Barbachev joue en face? Je pense que Hein? il est encore un peu. Il y a encore le 49 tatoué sur le ventre, là, Gouda. Incroyable. Puis, soyons francs,
c'est Radko Gudas. C'est un des meilleurs solide. distribuer les mises en échec de toute la ligue. Peut-être le meilleur, à vrai dire. Là. Et moi, j'irais pas dans le coin avec. Moi, j'irais pas dans l'arrondi avec ce gars-là. Je suis désolé. Donc ça a donné le ton un peu aussi dans la série. Je sais pas si c'était d'accord, Stéphane, mais ça a donné le ton. Là. On a vu que ça allait être long, ça allait être difficile pour les Panthers. Ensuite, tu perds Matthew Tkachuk. Tkachuk qui jouait avec une fracture du sternum, le type de blessure qu'on a dans des accidents d'automobile. Lui a subi ça lors du 3e match, a joué lors de la 4e rencontre, mais je veux dire, t'es pas l'ombre de ce que Matthew Tkachuk est capable de faire. Donc, tout ça, 1 + 1 + 1 + 1. Ça n'a pas été long que les épaules ont tombé là, du côté des Panthers. Puis on l'a vu dans le match numéro 4, puis dans le 5e match où il n'y a pas eu d'enjeu dans cette rencontre-là. L'histoire de Matthew Tkachuk est assez incroyable là, parce que Nick, blessé au sternum, mais pour jouer le match 4, là, toute l'histoire de cette journée-là, il se fait sortir du lit par son frère parce qu'il n'est pas capable de se lever. Il se fait habiller également par Brady parce qu'il peut pas s'habiller. Ce sont ses coéquipiers qui ont attaché ses patins, si je me trompe pas. Exactement, oui. Et il a quand même joué un match de hockey. Oui, je comprendrai jamais. Et il a marqué. Il a marqué dans le match 3. Oui, il me semble que oui, là, mais je ne suis pas certain. Oui, ouais, il avait marqué le but égalisateur dans le match 3 quand même, mais il avait été blessé pendant ce match 3. Ouais. Il a quand même joué un match 4. Non, mais entre le courage et l'inconscience, les gars, la ligne est très, très mince. Hein? Je veux dire, Patrice Bergeron a joué la finale de la Coupe Stanley contre Vancouver. C'était contre Vancouver. Hein? Le poumon perforé. Oui, poumon perforé. Regarde Aaron Ekblad. Ses blessures, genoux, je crois. C'était pas fracture de la cheville? Fracture du pied. Fracture du pied en première ronde. 2 séparations de l'épaule, 2 dislocations de l'épaule, un triceps déchiré. C'est pas l'oblique? C'est pas l'oblique? Oblique, c'est encore pire parce que c'est le corps. C'est la ceinture abdominale. Ils ont de la peine à se lever aussi. Là. Incroyable. Il a marqué pendant le dernier match. Les médecins font des miracles, les gars. Attention. Les médecins sont très, très forts. on trouve des moyens, mais c'est ça. Hein, des fois, je le dirais toujours, il n'y a pas un parcours sportif plus difficile que celui d'aller gagner la Coupe Stanley. Ouais. Mais en contrepartie, Nick, parce que, je pense que c'est la fin de saison des Panthers de la Floride, la course aux playoffs, rentrer face à la meilleure équipe, un déficit de 1-3. Ensuite, oui, ils ont réussi à performer dans la ronde 2, la ronde 3 de façon assez évoquante, mais je pense que les Panthers semblaient plus blessés. Je les sentais plus vidés que les Golden Knights qui, eux, ont été au top de leur division toute la saison. Leur peut-être une division série. Plus faible quand même, il faut le dire. Hein? Oui, mais quand même... Ça rien... mais au final, tu rencontres de bonnes équipes mais durant la saison, ça a peut-être été c'était un peu plus facile pour eux d'arriver là que les Panthers qui ont dû gratter à la fin. Parce qu'on n'entend pas de blessures de Vegas. Non, c'est ça. Ça n'a pas été. Personne n'en a vraiment parlé après les playoffs. Vegas était somme toute, je vais dire somme toute, là, parce que quand on voit la liste de blessés, de blessures pour des joueurs qui jouent, il y avait quand même des joueurs sûrement amochés du côté de Vegas, mais on n'a pas perdu de joueurs. On était somme toute en santé. Puis c'est ça la réalité des playoffs, c'est que t'as beau mettre la meilleure équipe sur la glace, il peut tellement arriver de choses. C'est chanceux. Il faut que tu aies un peu de chance. Il faut que les étoiles s'alignent. Si ton meilleur gardien se blesse, tu dis les remparts, venir au rempart, super équipe, super performance, etc. Mais si William Rousseau, le premier gardien, se trouve, est blessé, se fait sortir, l'autre, Quentin Miller, deuxième gardien, va peut-être être repêché. Donc, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est un gars de 17 ans. Donc, au bout d'un moment, la pression, etc. Puis, c'est ça. Hein? C'est la même chose comme dans le match 1 de cette finale-là. Si Aiden Hill, en première période, réussit pas des arrêts clés, peut-être que les Panthers marquent le premier but et qu'on a une histoire différente dans l'acte 1 et finalement, on a la Coupe Stanley peut-être même pas gagnée en date d'aujourd'hui. Là. Exactement, oui. Donc, c'est vraiment dans le premier match qu'on avait besoin de ce premier match-là du côté des Panthers. Puis, Jonathan, tu parlais de la fin de saison. T'sais, on a eu le pied sur l'accélérateur chez les Panthers vraiment dans les 20 derniers matchs environ de la saison. Ensuite, en séries éliminatoires, toujours le pied sur l'accélérateur. Et là, cette fameuse pause de 9 matchs, mais tu n'as pas eu le choix de lever le pied sur l'accélérateur. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on avait encore plus besoin de ce premier match-là pour se donner un rythme. On ne l'a jamais eu.
Le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile des playoffs est allé au Québécois Jonathan Marchessault. Ancien joueur des Remparts de Québec. Ancien joueur des Remparts de Québec. Remparts, ouais. Moi, je trouve que le mot clutch player, là, je sais pas comment le traduire en français. Là, un joueur qui s'élève dans les grands moments, on va le dire comme ça. Là. Je trouve que Marchessault, ça lui colle assez bien à la peau. En playoff, il a marqué des gros buts importants. C'est un des derniers Original Six de cette équipe de Vegas en plus, donc l'histoire est belle parce que c'est quand même un original de Vegas qui avait vécu la défaite en finale de la Coupe Stanley face aux Capitals de Washington en 2018. Mais Nicolas, on pouvait hésiter entre lui et Jack Eichel qui a joué de bons playoffs. On a vraiment vu un joueur différent de Jack Eichel, de ce qu'on pouvait comparer par rapport au Sabres de Buffalo, ou peut-être qu'il a eu les rênes de cette équipe trop rapidement. Là, il était un attaquant qui se repliait profondément dans son territoire, qui venait aider ses défenseurs et pensait aussi défensif, pas seulement offensif. Avec Marchessault, ça a bien collé. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce choix de Jonathan Marchessault comme Conn Smythe? Absolument, absolument. Je veux dire, Marchessault a eu des séries, a marqué des buts qui ne sont pas nécessairement des buts gagnants, mais des buts qui venaient faire la différence, qui venaient de créer l'égalité, qui donnaient un momentum. Il a connu en plus, ça s'est amorcé lentement pour Marchessault, mais après la première ronde, je pense qu'il n'y avait pas un point, là, je ne suis pas certain, là, mais pas un but ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, il s'est mis en marche, puis il a vraiment été le fer de lance offensif de cette équipe-là, celui qui a été chercher les buts importants. Puis à l'inverse, Jack Eichel, c'était un peu le coming out party, là, comme on dit pour Jack Eichel. On a vu que ça va être un joueur complet. C'est un joueur qui enfin est en santé parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup d'ennuis de santé. Il a été opéré au cou, a subi une opération vraiment importante au cou où on a remplacé un disque là, au niveau du cou. Donc, c'est pas une petite intervention. Donc, l'année dernière, a joué la moitié de la saison, mais c'était pas encore, le rythme est encore à trouver. Et là, en fin de saison, a trouvé son rythme. On voit que c'est un joueur qui est vraiment plus complet qu'on le pensait. Donc, tous ceux qui avaient des doutes, parce qu'à Buffalo, tu parlais de Buffalo, Jonathan, mais je veux dire, Buffalo, 1, c'était une mauvaise équipe. 2, le leadership était très, très faible. Puis tu lances un joueur, ouais, c'est ça. Puis tu lances un joueur là-dedans à qui tu demandes de tout faire, à qui tu demandes d'être le sauveur. C'était le visage des insuccès des Sabres. Ouais. Donc, je le comprends d'être heureux là-bas, mais c'est ça. Puis, le parallèle est intéressant parce que tu as Jack Eichel, un deuxième choix total derrière un certain Connor McDavid. Et de l'autre côté, tu as Jonathan Marchessault qui n'a jamais été repêché, qui, dans la LHJMQ, a été un choix de 12e ronde, qui a été laissé de côté par les Blue Jackets de Columbus, le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de Floride qui ont littéralement payé Riley Smith. Alors, on a dit aux Golden Knights au repêchage d'expansion, prenez Riley Smith. Repêchez Jonathan Marchessault au repêchage d'expansion. On va aussi vous donner Riley Smith, juste pour pas que vous preniez un autre joueur. Passant à l'autre joueur, c'était Alex Petrovic qui, je pense, joue dans la Ligue américaine cette année. Donc, chaque fois qu'on a dit à Jonathan Marchessault, ça ne fonctionnera pas, il s'est élevé au niveau supérieur. Le terme qu'on utilise, là, c'est gamer. En bon français, là, un gamer, c'est un joueur qui est là dans les grandes occasions, marque les gros buts. C'est un petit joueur, c'est pas une grosse stature, mais c'est un travaillant incroyable. Puis c'est une belle histoire. Puis ça a quand même, au niveau des votes, là, je pense qu'il a eu 13 des 19 votes de première place pour le trophée. Donc, pleinement mérité là, pour Jonathan Marchessault. C'est vrai que Marchessault, il incarne un peu... La première saison des Golden Knights, ça allait tellement bien. Et tout le monde disait que c'est un peu la révolte de ceux que les équipes ne voulaient plus. C'est ça. Des mal-aimés. On les appelait les négligés dorés. Exactement. Il incarne ces négligés dorés, mais tout au long de sa carrière, ça a été ça. Puis de le voir avec sa famille, très nombreuse d'ailleurs. 4 enfants. Oui, 4 enfants. C'était magnifique. Il y avait beaucoup d'enfants aussi. Parce que là, on parlait de la Coupe Memorial. Hein, c'est les jeunes c'est les enfants avec les parents qui sont là. Mais là, de voir les enfants, Alex Pietrangelo avec sa petite fille qui a été malade pendant la saison aussi. Il y a plein de belles histoires comme ça. C'était assez rafraîchissant de voir les familles, les bébés dans la coupe et tout. C'est drôle parce que Marchessault, c'est lié d'amitié l'été passé avec mon fils parce qu'ils s'entraînent ensemble l'été au même endroit. Ils jouent dans la même ligue d'été, etc. Avec les pros, là, ils jouent le lundi soir, des fois le jeudi midi, puis ils s'entraînent au même gym. Puis ils ont été souvent joués au golf ensemble. Théo et Marchessault étaient partenaires de golf l'après-midi. Et puis ils sont liés d'amitié. Donc les deux ont vécu une belle épopée. Là, ils se sont échangés des messages. Puis les deux ont eu. Ils finissent leur saison
en apogée, les deux, c'est sympa, chacun à leur niveau. Ils ont pris le temps d'échanger des textos, etc. Et puis, Marchessault, qui habite la région de Québec, évidemment, il s'entraîne à Québec l'été, avec Pouliot, avec des joueurs qui jouent en Suisse aussi, Le Duc, Hazen, Asselin, etc. Ils ont une belle ligue de garage là-bas à Québec. Sacrée ligue. Moi, je peux dire, je suis allé voir des matchs, moi, ça joue, hein? Il y a de la foule, c'est ça je pense. Il y a des commanditaires, il y a des... ça marche bien. Yann Igourde joue là-dedans. Grigorenko, Grigorenko qui a une copine à Québec parce qu'il a joué avec les Remparts aussi, puis il revient là l'été. Donc, il y a un paquet de pros qui se retrouvent. Marc Savard, Alex Belzile, Barry Boulet, tous des gars qui se retrouvent, ils s'entraînent ensemble, ils jouent et tout, c'est sympa. Et puis, bon, avec Théo puis Marchessault, on fait pas mal de golf ensemble. Et puis, Marchessault qui s'est construit tout près de Patrick Roy, tout près de Simon Gagné, près du lac Beauport au nord de Québec. Là. Belle région. Ils ont construit une toute petite maison. Ouais, c'est ça. C'est le coin des... La petite ville, là. Ouais, c'est ça. C'est la haute classe. Mais puis ce qu'on aime beaucoup, nous, les journalistes de Marchessault, c'est lorsque tu lui parles, la cassette, il n'y en a pas. T'as l'heure juste avec Jonathan Marchessault. C'est plaisant de jaser avec Jonathan Marchessault parce que il dit la vérité. Des fois, ça l'a peut-être mis un petit peu dans le pétrin, mais c'est correct parce que justement, après ça, comme on dit, les bottines suivent les babines. Je ne sais pas si vous dites ça de votre côté de l'océan. Nous, on dit ça ici. Là, donc, viens livrer la marchandise. Donc, non, c'est un parcours qui est invraisemblable, mais qui est vraiment incroyable à être témoin. Là. Pour l'an prochain, parce que je me projette déjà dans 3 mois, ça va être le début des camps d'entraînement. Avec les nombreuses blessures, on sait déjà qu'il y a des joueurs des Panthers qui ne seront pas présents au camp d'entraînement parce qu'ils vont être en rémission d'opération, des trucs comme ça. Est-ce que c'est possible, selon vous, messieurs, que les Panthers de la Floride soient encore une fois aspirants à la Coupe Stanley, sachant le parcours qu'ils viennent de connaître? Ça va être un court été, plusieurs blessés. Et est-ce que c'est possible que les Golden Knights face à l'image du Lightning de Tampa Bay, une deuxième Coupe Stanley consécutive, puisque le noyau reste sensiblement le même? C'est difficile. C'est très, très difficile de récidiver dans cette ligue-là, honnêtement. Vous avez vu Colorado cette année. D'avoir 2 saisons où les As sont alignés en playoff, parce que moi, je pense que Vegas, c'est une super équipe, mais c'est pas une équipe qui est wow, remplie de talent, un incontournable. Puis tu dis, wow, les autres, c'est ça. Ils ont eu du succès, mais parce que voilà, ils sont partis sur une lancée, ils ont profité de ça, c'était leur année. Que ce soit qu'on leur prédise encore une Coupe Stanley l'année prochaine, moi, il y a un pas quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Nick, mais... Entre les deux équipes, disons-le, là, je crois davantage, bien plus aux Golden Knights. Oui, clairement, oui. Parce qu'au niveau des contrats, tout ça, les Golden Knights, somme toute, le noyau et la très grande majorité de l'équipe est sous contrat l'année prochaine. Puis on l'oublie parce qu'ils ont raté les playoffs l'année dernière, mais l'année dernière, c'était en raison de toutes les blessures qu'on a eues, c'était un peu c'était l'exception par rapport à ce que cette concession-là nous offre depuis son arrivée dans la NHL en 2017-2018. Donc, c'est une équipe qui s'est toujours... Deuxième ronde, troisième ronde, tout le temps après, pas très loin, finale. Cette année, on a gagné. Il va y avoir quelques questions. Bon, au niveau des gardiens, à Adenil et les joueurs autonomes sans compensation, Parion qui va aller chercher un peu plus d'argent ailleurs. Mais même à ça, c'est pas grave. Je veux dire, mettez les jambières à n'importe qui, là, puis on semble être capable de faire le travail du côté de Vegas. Donc, on va avoir un gardien peut-être à chercher, mais c'est pas grave. On a Logan Thompson. On oublie qu'on avait des blessés cette année. Faudra voir, mais somme toute, ça reste une excellente équipe qui, en plus, si elle était en santé, c'est bien mieux. Chez les Panthers, on a des joueurs qui... La fenêtre est encore ouverte, mais on va avoir des joueurs à aller chercher. Et malheureusement, contrairement aux Golden Knights, on a vraiment dilapidé notre banque de choix chez les Panthers. Donc, le magasinage va être beaucoup plus difficile à faire. La cuvée de joueurs autonomes cette année, elle est très, très faible. Donc, aller chercher les joueurs de profondeur, ça va être très difficile. On n'a pas nécessairement beaucoup d'espoir qui pousse dans l'organisation. Donc, chez les Panthers, à moins que Sergei Bobrovsky joue toute la saison et les playoffs, comme il l'a fait lors des présents playoffs, non, je pense que ça va être très difficile du côté de la Floride. On peut parler du parcours de Vegas depuis leur arrivée en NHL. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on a déjà instauré une culture de la gagne à Vegas? Parce que c'est une équipe qui a du succès
Tu l'as dit l'année passée, mais quand même, qui ont du succès. Sans utiliser ces choix de repêchage. Soyons honnêtes, Ouais. là, tous les choix de Ouais. repêchage de première ronde qu'ils ont fait, ils les ont échangés. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a joué avec, qui joue avec l'équipe. Cody Glass, je pense, a joué quelques matchs avec Vegas, mais a été échangé depuis. Mais sinon, tous les choix de Vegas ont été échangés. Donc, Ouais. C'est des décisions impopulaires. On a pris plusieurs décisions impopulaires lorsqu'on a échangé Marc-André Fleury, lorsque justement on a envoyé tous les Nick Suzuki, les Peyton Krebs ailleurs sous d'autres cieux pour aller chercher des joueurs plus d'expérience, plus de talent, mais au final, ça a payé. Puis on a aussi congédié, tu sais, l'année dernière, Pete DeBoer méritait pas nécessairement de se faire congédier parce qu'il y avait tellement eu de blessés pendant la saison. On lui a quand même montré la porte. Et qu'est-ce qui arrive? On va chercher Bruce Cassidy, qui lui arrive avec son système beaucoup plus hermétique, beaucoup plus défensif. C'est ce que ça prenait pour les Golden Knights. Donc, il y a une culture de gagnant qui vient de la première saison, qui vient de ces 6 négligés-là, de tous les joueurs qui se sont fait dire qu'ils n'étaient pas assez bons pour jouer dans leur équipe d'origine. Puis ça s'est poursuivi depuis. Puis on a ajouté, tu sais, Alex Pietrangelo, ben ça, c'est un leader. On a ajouté Mark Stone, c'est un autre leader. Jack Eichel qui s'ajoute à tout ça. Donc, je veux dire, on avait une maladie chez les Golden Knights. On n'était pas capable de se retenir, d'aller chercher les gros joueurs, les joueurs disponibles, les gros noms. Puis bon, ben, ça a payé. Au final, ça a payé. À la 6e année d'existence de cette concession-là, c'est fascinant. Là. C'est incroyable. Ouais. Nick, on a ton image est gelée. Je sais pas si tu peux essayer de fermer peut-être ta caméra, la rallumer. Mais on t'entend encore très bien, mais niveau image, là, t'es un peu... Ouais, t'es figé. T'as les yeux ouverts, par contre. Bon, Steph, on en avait parlé ensemble la dernière fois qu'on avait fait Overtime. C'était juste avant les demi-finales. 4 équipes du Sud qui s'affrontent en demi-finale, 2 équipes donc du Sud qui s'affrontent également en finale. Les cotes d'écoute ont été à la télévision, somme toute décevantes. Là. C'était parmi les pires cotes d'écoute depuis, je pense, la finale de, si je me trompe pas, c'était Anaheim ou quelque chose comme ça. Anaheim contre Ottawa. 2 petits marchés. Ouais, 2 exactement. petits marchés, Est-ce que tu penses que le fait que ça a été une finale à sens unique, ça peut-être nuit justement à ces codes d'écoute-là? Si cette finale-là sera en 7 matchs, peut-être que les gens au 7e match à la fin, peut-être vont les gens plus ont embarqué. On s'entend. On s'entend que le marché télévisuel de la NHL, c'est le nord-est américain, c'est New York, Boston, Philadelphie, la côte atlantique et Chicago qui est un bon marché, Minnesota. La côte ouest, il faut qu'il y ait une équipe de la côte ouest, sinon les gens embarquent un peu moins. Puis quand il n'y a pas d'équipe canadienne, là, tu perds tout le marché, pas tout le marché canadien, mais tu perds une grosse marché du Canadien qui est un gros marché. Donc, moi, je suis pas surpris. Hein. Les gens, les Panthers, il n'y a pas de base de fans en Floride. Pour ceux qui sont déjà allés voir un match des Panthers en Floride, je suis allé encore à l'automne passé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je veux dire, tu es là, il y a 5-6 000 personnes au début du match. Après, ils descendent tout en bas, puis il y a l'air d'avoir du monde à la caméra, mais il n'y a personne. Tu gèles dans cet amphithéâtre-là en plus. Là, c'est épouvantable. Mais je trouve ça intéressant. Est-ce qu'une finale de la Coupe Stanley, est-ce que les succès des Panthers cette année peut créer un engouement? Parce que les Hurricanes de Caroline, on s'entend que quand cette équipe-là était en reconstruction, avant les Sébastien Aho, Toivo Teravainen et compagnie, cette équipe-là ne remplissait pas sa patinoire. Ça a été le cas pour... Nashville ont toujours eu une base de fans, mais ça a été long avant que les gens comprennent que les Predators étaient une équipe de hockey sur glace. C'était quoi le hockey sur glace? Ça a été long avant d'instaurer ça. Et finalement, maintenant, depuis qu'ils ont fait la finale de la Coupe Stanley... Il n'y a que ça à Nashville, hein, comme organisation professionnelle. Il n'y a pas d'autres sports. Il y a la NFL. NFL, c'est juste. Il y a la NFL. Oui, mais il n'y a pas de baseball. C'est pas une ville où il y a 2 équipes. Il y a 2 équipes, effectivement. Mais quand tu as la NFL dans quelque part aux États-Unis, c'est la NFL, puis les autres plus bas, peu importe le sport, sont peut-être à New York. C'est pas mal le seul endroit. Là. Donc, c'est ça. Mais je vais être curieux. Je suis curieux de voir. Je veux dire, ouvrons la porte au succès des Panthers. Je veux dire, est-ce que les Panthers... ça marche en Floride. T'aimes pas, le hockey marche bien. Mais depuis qu'ils gagnent. T'aimes pas à l'époque de Saint-Louis, ça marchait bien. Saint-Louis de Cavalier. On a été chanceux parce qu'on a gagné la Coupe Stanley en 2004. Tampa Bay, donc... 2004 avant le lockout, oui, c'est ça. Donc, et ça a lancé un peu cette organisation-là. Donc, on va voir du côté des Panthers ce que ça va donner. Ouvrons la porte. Je veux dire, cette équipe-là n'a jamais connu de succès. On se souvient, en 96, on a atteint la finale de la Coupe Stanley, puis ensuite, ça a été 20 ans de vache maigre là, environ. Là. Donc, là, on est de retour. On verra bien.
Donc, moi, j'ai de la peine à croire ça. Moi, en Floride, même le baseball, je veux dire, le baseball, c'est les camps d'entraînement, etc. C'est au mois de mars, etc. La Ligue des Pamplemousses et tout ça. Mais même l'équipe des Marlins de la Floride au baseball, ça marche pas tellement bien. C'est pas, le stade est souvent vide. Mais en même temps, je pense que c'est pire chez les Rays de Tampa Bay. Les Rays de Tampa Bay, c'est baseball. une catastrophe. Là. Ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus personne au match. Comme les Aces d'Oakland, il y a toujours des concessions qui vont mal. Mais dans le sud de la Floride, c'est le basket. Puis le foot américain, les Dolphins et puis les Heat. Soyons frais, il n'y a pas grand-chose qui marche professionnellement à Miami. Le Heat un peu, là, cette année, ben là, c'est ça. C'est que là, les Panthers sont allés en finale, mais le Heat aussi est allé en finale. Donc, c'était en même temps. Là. Donc, au niveau de la publicité, ça n'a peut-être pas été l'idéal, là, soyons francs, là, mais on verra bien. Je veux dire, peut-être le foot va marcher avec l'autre. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais ils sont aussi pas dans le sud. Hein. Ils sont pas à Miami même. Ils sont à Sunrise. Pour ceux qui connaissent un peu la Floride, c'est quand même presque 1 heure au nord de Miami, 3/4 d'heure au nord de Inland, là, près des marécages, là, près des Everglades, etc. Exactement. C'est dans un quartier résidentiel au bord à côté d'un des plus grands centres commerciaux au monde. Là, et puis c'est dans un quartier résidentiel assez aisé comme ça, etc. Mais c'est pas centre-ville. On sait qu'en NHL, on dit que les équipes veulent revenir au centre-ville, la clientèle d'affaires, etc. Puis on a l'impression que la clientèle d'affaires est totalement inexistante. Quand on va là, les loges sont vides, il n'y a pas de base de fans, etc. C'est une configuration assez particulière, les Panthers de la Floride, honnêtement. Ben, c'est parce qu'on est installé là pour aller chercher les snowbirds. Donc, les gens les Canadiens qui ont leur condo, leur chalet, peu importe, là, le long du littoral, là, c'est ça, de la côte. Là. Donc, quand tu as Toronto qui joue là, les New York Rangers, quand Montréal va là, c'est plein parce que tous les snowbirds, les jeux qui passent l'hiver là-bas, les retraités vont voir le match. Mais à part ça, c'est assez compliqué pour remplir les patinoires. On verra parce que justement, l'année dernière, on a été champion de la saison. Cette année, finale de la Coupe Stanley. Il y a une base qui est là. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, il y a 10 ans, ça, on vous avait dit Las Vegas. Est-ce que ça aurait marché? Tout le monde disait toujours la phrase suivante. C'est impossible, c'est juste des touristes. Il n'y aura pas de monde qui va y aller. Ça fonctionne. Oups, soudainement, il y a une équipe de la NFL qui s'est ajoutée. Les Aces d'Oakland s'en viennent probablement là. Regarde, des histoires de succès, parfois, ça prend une étincelle. On verra bien. Mais en même temps, la NHL a très bien fait sur l'expansion de Vegas parce que ça aurait pu ne pas marcher. Mais avec leur système de repêchage d'expansion, ça a créé une équipe gagnante tout de suite. Vegas a très bien géré le truc. George McPhee, à l'époque, a très bien géré le truc pour mettre sur la patinoire déjà une équipe gagnante. Et une base de fans, ça se crée quand même avec des équipes gagnantes. À un moment donné, oui, tu vas avoir les partisans de hockey pur et dur qui vont y aller, mais au Nevada, ça doit pas être non plus les plus grands fans de hockey. Mais par contre, là, tu as un happening, tu as une équipe qui gagne, c'est un spectacle dans la patinoire. Honnêtement, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait. C'est une ville de spectacle. Les gens vont là, ils vont voir un spectacle. Hein. Il y a beaucoup comme tu disais, les touristes, ils vont là. Allez, ce soir, on va voir un match de hockey au lieu d'aller voir Céline Dion. Ils offrent un spectacle et en plus une équipe compétitive. Donc, la Ligue nationale là-dessus a très bien fait. Seattle également, avec son repêchage expansion, ils sont allés dans une autre direction, mais déjà cette année, 2 rondes éliminatoires. Et déjà, Seattle, c'est plus un marché naturel de hockey que Vegas. Et en plus, il y a beaucoup de sièges sociaux. Les loges se sont vendues rapidement et tout. Je trouve que la Ligue nationale, pour ces 2 derniers repêchages d'expansion, ont très bien organisé le truc pour justement avoir des franchises qui marchent tout de suite et pas faire comme Nashville, Atlanta jadis, Minnesota, Columbus. Minnesota, c'est une ville naturelle de hockey, mais ça a été un petit peu plus long. Les gens, il y avait des partisans purs et durs qui accrochaient, mais ça a été long avant que tout le monde embarque dans l'aventure. Mais en même temps, ça a pris combien d'années avant que ces équipes-là fassent les playoffs? Ça a été très, très long. Ouais. Là-dessus, la Ligue nationale a très bien fait. On parlait de l'an prochain pour les Panthers de la Floride. On va quand même revenir sur la situation des gardiens de but parce que ça nous intéresse ici parce qu'il y a un gardien de but suisse qui a signé un contrat avec les Panthers de la Floride, Ludovic Weber. Nick, la situation des gardiens de but pour la saison prochaine, Bobrovsky sera toujours sous contrat, Spencer Knight également. Alex Lyon, je crois que son contrat prenait fin à la fin de la saison, à voir si on va le prolonger ou non. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la place? Est-ce qu'on doit s'attendre à un Ludovic Weber dans la Ligue américaine? Est-ce qu'il y a vraiment un poste en jeu en Floride, selon toi?
Tout dépend, là, parce que Spencer Knight a été placé sur le programme d'aide des joueurs de la LNH cette année. Donc, comment lui va-t-il revenir? C'est un jeune joueur, donc, écoute, ça lui appartient. Là, je vais aucunement juger. Là, puis je suis heureux pour lui qu'il soit pris en main. Mais bon, comment va-t-il revenir? Va-t-il revenir en force? Parce que lui, c'est le gardien d'avenir de l'équipe. Donc, lui, s'il revient en force, il a son poste. Sergei Bobrovski, à 10 millions par année, il a son poste. Donc, dans le cas de Ludovic Weber, ben, oui, c'est dans la Ligue américaine pour commencer. À partir de là, comme on dit comme on a parlé pour les Golden Knights, ça a pris 5 gardiens, 6 gardiens avec Robin Lehner. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. C'est ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, ça peut aller rapidement. Là. Je ne connais pas l'organigramme des Panthers au niveau des gardiens, mais si je me souviens bien, il n'y a personne qui a applaudi lorsque Alex Lyon a été rappelé. C'était une solution assez tirée par les cheveux. Finalement, il a livré la marchandise. Il a été très bon. Donc, la porte peut s'ouvrir rapidement parce que des blessures chez les gardiens, c'est de plus en plus fréquent. Puis des gardiens, on veut vraiment gérer leur nombre de matchs joués. Donc, peut-être quelques matchs l'année prochaine. Steph, c'est quand même le beau pari pour Ludovic Weber. Il est dans la fleur de l'âge. Là, il a 26 ans. Il va avoir 27 au cours de la saison prochaine. Pour lui, c'est là ou jamais. À Zurich, il était derrière Roubaix de toute façon, donc n'était plus gardien de but numéro 1. C'est un grand gardien, techniquement un bon gardien. C'est sa chance. Et comme le dit Nick, après avoir, il a signé pour une saison. Exact. Oui, peut-être que mentalement, il s'attend à commencer dans la Ligue américaine, mais qui sait ce qui peut arriver? Il y a de plus en plus de joueurs, là, parce que la Ligue suisse commence à être un peu reconnue aussi. Les gars qui viennent ici, ils disent c'est quand même une ligue qui est très rapide, ça joue quand même du bon hockey, avec 6 étrangers, etc. Donc, on voit ça de plus en plus, des gars, André Heim cette année, etc. Des gars qui, tout à coup, font bien ici, sont remarqués, retournent là-bas, ont la chance de se faire valoir. Et moi, je pense que c'est un pari intéressant, plutôt que d'attendre comme deuxième gardien à Zurich. Puis à Zurich, selon mes sources, il n'a pas un contrat, pas un immense contrat. Par contre, là, il a des cartes dans son jeu. Éventuellement, si ça va bien là-bas, tant mieux pour lui, puis il pourra continuer. Je ne sais pas s'il pourra faire comme Elvis Merzlikins éventuellement, tant mieux. Si jamais ça ne va pas bien, ben, ce sera une année d'expérience pour lui. Il sera sorti de son cocon, sorti de son patelin, il aura essayé. Il pourra revenir ici en Suisse avec une plus grande valeur, à mon avis, suivant comment ça se passe. Et on sait qu'il y a un certain Fribourg-Gotteron qui va peut-être être à la recherche d'un gardien l'année prochaine, un gardien numéro 1. Nick, tu sais pas comment... Tu suis peut-être pas là au hockey suisse, mais Fribourg avait Reto Berra devant la cage. Tu connais Reto Berra qui a joué... Oui. Bon. Et là, il arrive en fin de contrat. Donc, on aura besoin d'un gardien numéro 1. Berra, problème de dos, se fait opérer une discale, etc. Donc, il arrive en bout de course. Là, on va pas si on le renouvelle, ça sera année par année. Mais peut-être que Ludovic Weber, qui vient de Fribourg, qui a été formé à Fribourg, peut-être qu'il pourrait revenir par la grande porte. Qui sait? On ne sait pas, on ne sait jamais. Oui, c'est de la musique d'avenir, mais c'est très intéressant. En tout cas, l'expérience que va pouvoir vivre Ludovic Weber la saison prochaine. Messieurs, avant notre dernier sujet, parce qu'on va faire un petit détour pour la draft et parler d'un joueur qu'on a très bien vu ici en Suisse, on a reçu quand même des commentaires par rapport à notre dernier Overtime NHL que j'avais fait avec Danny Gélina, où on avait parlé de la situation du plafond salarial qui ne compte plus en play-off. Tampa Bay avait gagné dans une situation comme ça en ramenant Nikita Kucherov en play-off. Et là, évidemment, tu joues avec une valeur de joueur beaucoup plus élevée que le plafond salarial, mais comme ça ne compte pas, il s'est permis. Et Vegas l'a fait également cette saison avec Mark Stone. Et ça fait réagir les gens qui nous ont écrit sur YouTube disaient qu'il faudrait maintenir dans l'avenir le plafond salarial en play-off pour éviter justement cet avantage. Chapeau au Golden Knights, chapeau au Lightning d'avoir utilisé cette petite faille, cette petite clause dans la convention collective qui permet de le faire. Mais est-ce que, Steph, tu t'attends peut-être à un changement de cap de la Ligue nationale éventuellement pour ce règlement-là? Peut-être qu'il y a des mains qui vont se lever et dire ben là, ça fait 2 fois qu'on se fait prendre. Là, peut-être qu'on pourrait faire un règlement, etc. Parce que tout le monde va s'y mettre pour finir. Là. Après, il y a la liste des blessés, etc. Tu peux manipuler un peu. Donc, ça fait un peu... on utilise le règlement. Donc, le règlement, c'est fait... Comme on dit, le règlement, c'est fait pour être contourné. Ben, il a trouvé le moyen de le contourner. Mais moi, je pense qu'ils vont intervenir. Je ne sais pas, Nick, tu as probablement plus d'informations, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Je vais juste y aller de l'anecdote suivante. Il y a quelques années, il y a une équipe qui avait levé la main pour dire, écoutez, il faudrait peut-être changer ça parce que ça peut donner cette situation-là. Cette équipe-là,
s'est fait dire par toutes les autres équipes, non, c'est correct, on s'arrange avec ça. Cette équipe-là, c'était le Lightning de Tampa Bay avant de gagner ses Coupes Stanley. Donc, il avait signalé le problème. Ils ont signalé le problème, ils ont dit pas de problème. Vous voulez pas faire... C'est bon, on va s'arranger avec ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir des changements à ça? Peut-être, peut-être pas. En même temps, il ne faut pas oublier une chose, je veux dire, cet argent-là qu'on a, ça signifie qu'on n'a pas eu ce joueur-là pendant la saison. Ouais. Donc, ce joueur-là t'a pas aidé à te qualifier pour les playoffs. Ouais, il donc, revient dans la liste de blessés. Playoffs à cause de ça. Ouais. C'est un couteau à deux tranchants un peu. Donc, oui, une fois en playoffs, c'est tout un avantage, mais si tu rates les playoffs, c'est parce que tu n'as pas pu remplacer ce joueur-là qui était blessé, bien là, tu rates les playoffs par un point, par exemple, ben on fait quoi? Puis à un moment donné, il y a aussi le fait que au niveau de la gestion des effectifs, c'est très compliqué. Chaque équipe a son comptable là, qui travaille 24 heures sur 24 là-dessus. Là. Donc, on verra bien. Comptable et actuaire, je pense. Comptable et actuaire, ils doivent avoir les deux. Parce que... de toute façon, un changement de règlement comme ça va être voté par les directeurs généraux si il y avait à avoir un changement. Donc, ils peuvent pas trop se plaindre. S'ils décident de voter contre, on vote contre, on assume. Ben, c'est ça. On le saura là, à ce moment-là. Dernier sujet, messieurs, parce que on enregistre en date du 16 juin, donc dans 12 jours, ce sera la première ronde du repêchage de la draft de NHL. Une draft très attendue parce que plusieurs la qualifient comme l'une des plus talentueuses des dernières années et des prochaines années également. Il y a énormément de talent, surtout au niveau de l'attaque, dans cette draft 2023 pour la NHL. Mais il y a quand même un joueur ici qu'on va avoir à l'œil. C'est David Reinbarer, le défenseur de Cloton qu'on a pu voir. Bon, Steph, je veux ton évaluation du garçon. C'est un joueur qu'on plaçait en début de saison en première ronde. J'ai l'impression que plus ça avance, plus les équipes l'ont à l'œil. Ton évaluation de Reinbarer, c'est quoi après la saison? Je l'aime beaucoup. Je l'ai vu en live 3 fois cette année. On a eu les matchs studio, etc. C'est pas l'équipe qu'on suit la plus en Suisse romande, mais j'adore ce que j'ai vu de lui. Il est un droitier. Il est mobile sur ses patins, même très mobile sur ses patins. Il a une excellente vision du jeu. Il a une bonne première passe. Il est grand et lancé, il va s'élargir encore, là, il aura le gabarit, je pense, là, pour jouer à NHL. Ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est sa façon de se sortir de la pression quand l'équipe dompe le puck, il est face à la bande, il y a le train qui arrive à gauche, à droite, il prend sa quittance, il fait des bons choix, il est étonnant, il patine quand c'est le temps de patiner, il donne le puck quand c'est le temps de le donner, s'il faut qu'il prenne une mise en échec pour donner son puck, il le fait. Il supporte l'attaque volontiers, on le voit faire des bons jeux défensivement, puis tout à coup se plonger en attaque. Hein. Donc le coach lui avait donné le feu vert de ce côté-là, de supporter l'attaque, d'aller, de revenir. Il m'a épaté à tous les niveaux, ce gamin-là. On l'a vu jouer sur le power play aussi. Il est bon sur la ligne bleue, travaille bien sa ligne bleue, assez mobile, un bon tir du poignet, il arrive à toucher la cible assez régulièrement. Pour un jeune joueur cette année, il était impressionnant. J'ai vu beaucoup de scouts au match où j'ai été et moi, à mon avis, je ne serais pas surpris de le voir sortir top 10. Après ça, je ne connais pas tous les autres joueurs top 10, mais je peux vous dire que ce gars-là a tous les atouts pour jouer en NHL, de faire une carrière de l'autre côté. Il a eu de la chance. Des fois, ça prend de la chance. C'est un Autrichien qui est venu en Suisse, qui a licence suisse, et puis le coach, Tomlinson à Cloton, a décidé de le faire jouer. Il a dit « Je l'aime, il est bon. Il va me faire peut-être des erreurs, mais je lui en donne. » Donc, ce gars-là, ça te prend toujours un ange gardien qui dit « T'es bon, moi je vais te propulser en avant, puis je vais être fier si tu y arrives. » Puis voilà, il s'est pas dit « Ouais, mais mes vétérans seront pas contents. » Puis lui qui était clairement engagé pour jouer pour ce powerplay, joue pas, etc. Cloton, c'était pas une grosse équipe, mais il y a sûrement des vétérans qui ont crinché des dents en disant « Le petit jeune, là... Mais il lui en a donné, et c'est ça que ça prend. Il faut que tu aies un gars qui ait confiance en toi. Puis on a pu le voir, Voilà. Moi, j'ai été épaté par ce joueur-là à tous les niveaux. Je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas son attitude, je ne connais pas comment il est, mais je pense qu'il a tous les atouts pour réussir en Amérique. Et moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'à son jeune âge, parce qu'il a eu 18 ans au cours de la saison, là, au mois d'octobre, oui, il est capable de créer de l'offensive, oui, il est capable de penser offensif, mais c'est pas le genre de jeune défenseur là, qui donne beaucoup offensivement, mais qui a énormément de lacunes défensives. C'est un joueur qui est souvent bien placé, qui se met pas dans des mauvaises positions. Il est intelligent sur la patinoire et tu parlais du gabarit. C'est 1m89, 6 pieds 2, Nick.
C'est 85 kilos, 187 livres. C'était la traduction. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà une bonne carrure à 18 ans pour un défenseur, en plus droitier, qui est une denrée rare, un bon défenseur droitier capable d'être responsable défensivement, d'avoir la bonne première passe, d'appuyer l'attaque. Je comprends qu'on soit intéressé à ce défenseur, surtout qu'il y a très peu de bons défenseurs dans cette première ronde de draft et surtout dans ce top 20, là, si on veut. On parle de lui à Montréal, même. On parle que les Canadiens pourraient le prendre au 5e rang. Nick, t'as un scoop là-dessus, dis-nous tout. Ben, est-ce que vous en entendez beaucoup parler de Ryan Barrère? Oui. Ben, je vais être franc, non. Là. Moi, tout l'intérêt ici, c'est Connor Bedard, c'est Adam Fantilli, c'est Leo Carlson, puis c'est Matvei Michkov. Là. Surtout, bon, les Canadiens vont repêcher 5e, donc il y a tout le débat Michkov là, qu'on entend. Donc, Ryan Barrère, ben là, c'est parce que peut-être à un autre moment, si les Panthers avaient raté les séries éliminatoires, les playoffs, on aurait repêché 16e chez le Tricolore environ, mais là, les deux choix sont beaucoup plus loin. Donc, ce qu'on entend, c'est ça va être entre lui, pour le premier défenseur repêché, entre lui probablement et Simachev, donc Dmitri Simachev. Donc, ça devrait être entre les deux. À partir de là, top 20, top 15. La dernière chose que je fais, moi, c'est me prononcer sur la valeur d'un espoir, surtout quand je ne l'ai pas vu jouer. Là, ça dépend des besoins des équipes aussi. Un gars, mettons, le 7, 8, 9, 10, ils veulent des attaquants. Le gars, il recule à 11, 12, 13. Et puis, voilà, après ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que le gars qui a été repêché en 6 ou en 7. Non, exactement. Il y a peut-être certaines équipes qui ont besoin d'un défenseur, donc ils vont devancer peut-être un peu leur choix vers le top 10. Ça ne change rien pour lui, finalement, qu'ils sont pêchés à 12. Au final, ce n'est que le début. C'est surtout pas de fidélité. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait beau pour les médias. Mais moi, j'en ai entendu parler quand même un petit peu de Reinbacher en Amérique. J'ai eu de longues discussions concernant lui. Mais j'en ai entendu parler. On m'a posé 2-3 questions. Non, j'en ai entendu parler. Je pense qu'il est dans les bons papiers de certaines équipes. Tu nous en reparleras après le repêchage. Exact. Non, mais moi, je pense que un défenseur droitier, potentiellement un défenseur top 4 droitier, je pense que ça a quand même beaucoup de valeur aux yeux de certaines équipes. Je pense que le top 5 est incontestable, là, des attaquants et Will Smith également qu'on peut ajouter à la liste. Il a un nom spécial, Will Smith, hein? Bon, de son vrai nom, William Smith. Ouais, donc, Will Smith, c'est le nom. Will Smith, c'est le nom le plus connu aux États-Unis. Mais surtout aux Oscars. Mais c'est ça. Et Smith, il y en a. Voilà. Mais reste que parfois, on prendre un petit ailier que domine junior ou prendre le gros défenseur qui est peut-être un pas plus près, qui peut, sur le marché des transactions, éventuellement avoir plus de valeur. Parfois, ça peut jouer aussi. Ouais. Ça dépend vraiment de qui est au micro, de quelle équipe est au micro, qui a eu un coup de cœur sur ce défenseur. Mais une chose est certaine, c'est qu'il va sortir assez rapidement dans ce draft-là. Et après, ce sera lui. L'important, c'est d'être repêché. Après, le reste, ce n'est que de l'histoire. C'est sûr que si tu sors en première ronde, top 10, top 15, top 20, plus de chances. Tu as une chance, 2 chances, 3 chances. Si ça ne marche pas avec l'équipe qui a été repêchée, il y aura une chance là. Là, ces gars-là, ils ont plusieurs chances. Si tu es repêché plus tardivement, là, tu as une chance. Si ça ne marche pas, tout à coup, c'est compliqué. Ça va vite, exactement. Ça va très, très vite. On parle du top 15, top 20. Après ça, ça devient des paris. Hein? Tu arrives à fin de première ronde, deuxième ronde, début troisième, c'est des paris. Ensuite, c'est des long shots, comme on dit en anglais. Hein? Donc, la probabilité, si vous regardez les probabilités, si vous êtes repêché en deuxième ronde, si je me souviens bien des chiffres, la probabilité pour un choix de deuxième ronde de devenir un joueur d'impact en NHL, donc c'est genre 10%. Donc, exactement, à peu près. C'est très, très... On fait beaucoup gros affaires avec le repêchage, mais puis la première catégorie de joueurs représentés en NHL, c'est les choix de première ronde. La deuxième catégorie, c'est les non repêchés. Les plus représentés, là, versus la deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, etc. Donc, ça vous dire un petit peu que ça reste des paris. C'est tôt, c'est des évaluations de ce que les projets, que ce que le gars va devenir à 21, 22, 23 ans. Oui, et puis on a beau lire tous les mock drafts, là, les simulations de repêchage des experts et tout.
Moi, je me souviens d'un certain Moritz Seider, l'Allemand, le défenseur allemand, quand les Red Wings de Détroit l'ont pris 5e, ça a fait sourciller un peu tout le monde et pourtant, ils avaient franchement raison avec ce défenseur-là, que tout le monde avait placé justement entre 10e et 20e et eux avaient prononcé son nom 5e au total, mais parce qu'ils étaient tombés en amour avec. C'est pas une science exacte. À un moment donné, tu as un dépisteur qui aime un joueur, le DG est allé le voir, tombé en amour aussi, puis c'est lui qu'on veut. Kotkaniemi, souvenez-vous de Kotkaniemi à Montréal, 3e overall, notre Timmins avait tombé en amour avec lui. T'es obligé de rappeler des mauvais souvenirs aux Québécois? Ce fut une brève histoire d'amour, disons-le de la sorte. Non, mais c'est vrai, c'est que voilà, ils sont avancés, ils ont surpris tout le monde. Je veux dire, regardez, souvenez-vous, en 99, Patrick Stéphane, premier, derrière, c'était les 2 Sedin. C'est ça. Il y en a 2 que leur numéro est retiré à Vancouver et l'autre, ce fut une courte carrière dans la National League. C'est ça. Après, ça c'était un draft qui était un peu spécial parce que Brian Burke avait quand même managé pour avoir les 2 Sedin qui avaient dit nous on veut jouer ensemble et tout. Ça avait été quand même une histoire assez particulière. Patrick Stéphane, son moment de gloire, c'est certainement son but raté dans une cage vide lorsqu'il jouait avec les Stars de Dallas. Oui. Allez voir la séquence sur YouTube, ça vaut la peine. Oui, ça c'est mémorable. C'est ce que je me souviens le plus de Patrick Stéphane. Souvenez-vous que l'année passée, on a parlé de Shane Wright. Shane Wright, premier overall, c'était Shane Wright qui est peut-être le premier ou le Slavkovski qui était prêché par Montréal. Mais selon mes sources, les Canadiens de Montréal, la veille du draft, hésitaient encore entre les deux. Finalement, Slavkovski, le choix, c'est Slavkovski. Shane Wright a glissé en 4, je pense, 4, 5 ou 5e. Il y a eu 2 défenseurs, Nemec qui était repêché avant. Shane Wright, cette année, arrive avec Seattle, ça n'a pas marché. On le renvoie avec les juniors. OK, il faut finir la saison junior. So-so, on s'entend. Et puis, il a été échangé à la date limite des transactions dans une équipe aspirante au titre à OHL, éliminé en 4 matchs. Donc, vous allez me dire, il ne peut pas faire toute la différence à lui tout seul. Mais si vous regardez même ses chiffres, rien d'astronomique en junior. Hein. Non. C'est un gars qui me fait penser à celui qui a été repêché par Philadelphie, là, qui a eu des commotions la même année qu'Ishii. Nolan Patrick, c'est ça. C'est un gars qui a eu son pic très, très tôt, à 16-17 ans. C'était un homme, la barbe au menton, mature, etc. Donc, tu étais un homme qui joue contre des jeunes hommes ou des grands ados juniors. Là, tout à coup, tu as un avantage indéniable. Mais quand les autres te rattrapent, tout à coup, physiquement, puis là, tout à coup, tu dois te démarquer par d'autres moyens. Et Jonathan Marchessault en est le meilleur exemple. C'est une question de quand tu... Tu sais, le hockey, on dit souvent que le hockey est un sport à développement tardif. Donc, t'en es où dans ton développement? C'est comme on dit, si t'as du poil au menton au niveau à 16 ans, il y a des chances que ton développement est beaucoup plus avancé que celui qui en a pas. Donc, les équipes, on sait qu'ils vont vers les valeurs sûres. Puis quand tu as un gars qui est mature et qui domine dans le junior, il est plus facile à vendre au club en disant, lui, regarde, on est sûr que l'autre, c'est un projet. Donc, on va aller vers le gars sûr. Martin Saint-Louis avait dit, il n'avait jamais été repêché, Martin Saint-Louis. Hein? Donc, trop petite, comme disait Scotty Bowman, trop petite, avec son accent anglais. Et puis... Il a jamais été repêché. Il a dit, moi, je veux être le meilleur joueur à 23 ans. Je m'en fous du repêchage, etc. Martin Saint-Louis a prouvé que il a 23 ans, il est arrivé prêt, puis il a joué à NHL, il a fait sa place. Encore une fois, on parle des exceptions, Marchessault, Saint-Louis, c'est des gars qui sont arrivés, mais c'est rare quand même. Il faut qu'il y ait des gars qui... Voilà, c'est quand même rare parce que tu passes par quand tu n'es pas repêché, tu passes par la voie de gravier, hein, la voie secondaire, là, ça sort de ton GPS, ne reconnaît plus, il ne sait plus où tu es rendu. Puis là, tu as du gravier partout. Des fois, tu es obligé de faire demi-tour parce que sinon, il n'y a plus de route et ils ont fermé la route. Donc, c'est ça. Mais il y a des belles histoires. Et puis, effectivement, il y a beaucoup d'histoires que les équipes se sont trompées aussi. Parce qu'il y a plein de gars. Si vous regardez, encore une fois, allez sur Elite Prospect, cliquez sur les choix de deuxième ronde il y a 10 ans. Vous allez voir qu'il y a... Mais c'est difficile d'évaluer un gars à 17, 18 ans, alors que son prime, ses meilleures saisons vont être à 23, 24, jusqu'à 28, 29. C'est ça. T'as 10 ans de jeu, là, presque. Mais on continue à repêcher à 18 ans. Il pourrait changer le règlement aussi. Hein? Il pourrait repêcher à 20 ans. Mais visiblement... mais imagine Connor Bedard au niveau junior 2 années de plus. C'est ça. Pour les exceptionnels, évidemment. Mais il pourrait aller jouer dans une ligue professionnelle, ce que Matthews a fait. Connor Bedard aurait pu venir jouer en Suisse l'année prochaine. Mais il est prêt pour la NHL. Donc, je veux dire, 18 ans, écoute, c'est une belle science. C'est une science inexacte, mais c'est une belle science. Essaye de vendre ça, toi, on a Gary font leur métier. Retarde le repêchage de Bedard 2 ans pour qu'il vienne jouer ici en Suisse. Je sais pas si...
Parce que lui, il va faire de l'argent pendant 2 ans avec les maillots de Bédard. C'est sûr qu'à Chicago, ça tombe bien parce que c'est un marché original, c'est un bon marché de hockey. C'est plus sympa qu'à Columbus avant, on s'entend. Disons qu'avec la saison et les 2 dernières saisons que Chicago ont connues, enfin un peu de soleil, un peu de lumière au bout du tunnel. Il sera un peu tout seul, le garçon. Ça va être compliqué, honnêtement. Au moins, c'est un peu de positif. Je souhaite bonne chance, hein, mais il y aura de la pression aussi. Hein, donc, c'est pas un gros gabarit, hein, encore une fois. Moi, je l'ai vu jouer, c'est un bon joueur. Hein, vraiment, il a un talent incroyable, mais ça reste que c'est pas un gros gabarit, puis il faudra qu'il soit bien accompagné, hein, parce que là, c'est des petits trucs qu'il fait dans le junior, des petits gris-gris, comme on appelle. Là. Hâte de voir comment ça va aller en NHL, moi. Mais ça va être, il aura une superbe carrière. Mais pour moi, c'est pas Connor McDavid. C'est pas Austin Matthews. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas Mitchell Marner. Je sais pas. Marner, peut-être. On verra. Peut-être un Marner. Je veux dire, tout le monde est en extase devant lui. Donc, on verra bien comment puis les médias en font aussi. Honnêtement, sa mère, elle disait que les médias parquaient devant la maison. Puis si, puis ça. Le gars, il a déjà des contrats de sponsoring aussi un peu partout. Mais au bout d'un moment, c'est énormément de pression pour un jeune comme ça. Imaginez, ça reste un gars dans sa tête, il a que 17-18 ans. T'as beau dire, ouais, bon, il n'a pas craqué sous la pression au championnat du monde, etc. Mais ça reste énorme pour un jeune. Là, il va arriver à NHL, les premiers matchs, est-ce qu'il a fait des points, qu'est-ce qu'il a fait? Puis ça tourne vite. Parce que, regardez Alexis Lafrenière, là, hein, on commence à dire, c'est peut-être un flop et tout, machin. Il n'a pas la carrière qu'on pensait, il n'a pas le rôle qu'on pensait finalement à NHL. Ça va peut-être être plus un joueur de rôle qu'un top 6 ou un gars qui va remplir le goal. Donc là, il va arriver, la pression est énorme. Puis là, tout à coup, ça ne débloque pas l'année prochaine, ça ne débloque pas l'autre année. Là, on va commencer à dire, c'est un flop, machin. C'est énorme, là, il faut qu'il... Parce que quand tout est beau, tu lis la presse, c'est génial, mais quand ça va mal... Tu peux pas dire que les mêmes gars qui disaient que tu étais bon, maintenant qu'ils disent que tu es un con, tu peux pas dire que c'est des cons. Hein? Mais bon, c'est quand même super excitant de voir un joueur comme ça. Oui, non, mais il est spectaculaire. Il est spectaculaire. Et c'est normal que les gens s'enflamment aussi parce qu'il a des chiffres juniors. C'est sûr que les comparaisons, ça vaut pas grand-chose, mais quand on compare ses chiffres avec Connor McDavid junior, Connor Bédard est supérieur, que ce soit au Mondial M20, qui est la meilleure compétition junior internationale, que ce soit dans son club à Regina, alors qu'il n'était pas entouré du tout. Là, il traînait ce club-là sur ses épaules. C'est un exceptionnel junior. S'il devient Mitch Marner, c'est quand même une très bonne prise pour les Blackhawks de Chicago, parce que moi, Mitch Marner, je le prends dans mon équipe n'importe quand. Hein. Mais il y a un style un peu comme Patrick Kane, un petit peu atypique comme joueur. Hein? C'est Patrick Kane, un style particulier. 2.0. C'est ça. Puis l'autre aussi, c'est un gars qui, tu le vois pas, tout à coup, tu le vois, puis tout à coup, il s'implique pas défensivement. Mais wow. C'est un gars qui est spectaculaire. Ouais. C'est une très belle façon de terminer cet overtime NHL, le dernier de la saison. Évidemment, je vous invite à suivre le draft sur lnh.com. Vous allez certainement, Nick, faire une émission de la tasse de café spéciale draft, j'imagine? Exactement. La semaine prochaine, on va avoir une émission vraiment sur la draft, comme vous dites, de votre côté. Vraiment là-dessus à 100%. Donc, pour se préparer pour la draft qui va avoir lieu les 28-29 juin du côté de Nashville. Et ensuite, on va avoir des émissions après draft et pré-joueur autonome, post-joueur autonome. Donc, on n'arrête pas. On en a encore pour un bon 3 semaines de travail assez intense. Merci. En plein été, vous parlez de hockey en plein été, puis de la saison passée. Nous, on commence le hockey au mois d'août. Donc, quand vous finissez... le hockey au Québec, il n'y a pas d'arrêt. C'est incroyable. 12 fois par année. Là. Arrête, c'est des talk shows. Écoutez, j'ai été là pendant 5-6 semaines. Là. Ça n'arrête pas. Ils parlent que de hockey. On réussit à parler des Canadiens en plein mois de juin. Là, en fin de semaine, c'est le Grand Prix de Formule 1. Là, donc là, on a un petit aparté là, de quelques minutes, si je peux dire. Là. Pas longtemps. Pas longtemps. Aïe. Mais ouais, donc j'invite tout le monde à écouter donc La Tasse de Café sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et tout. Vous êtes partout également, des articles toujours intéressants sur lnh.com de la part de Nick et de ses collègues, et également de NHL.com. Là, vous prenez plusieurs articles d'un peu partout à travers les 4 coins de l'Amérique du Nord que vous mettez en français, que vous traduisez en français, en plus d'avoir des textes évidemment de chez vous. Donc également, joueur autonome le 1er juillet. C'est encore le 1er juillet? Oui, exactement, oui. À minuit? Non, midi maintenant.
Midi? OK. Midi maintenant. C'est parce qu'on aime ça dormir. Hein? Donc, c'était con aussi de faire ça. À un moment donné, c'est pas grave de commencer un peu plus tard dans la journée. Hein? Puis là, ils font une émission spéciale depuis 8 h le matin, blablabla. Les gars, souvent, les RDS, TVA, ils font des émissions toute la journée. Là, ils attendent des nouvelles. Puis là, ils attendent d'autres. Ils sont incroyables pour broder. Non, mais joueurs autonomes, ça déboule rapidement. Moi, honnêtement, entre les joueurs autonomes et la date limite des transactions, je préfère les joueurs autonomes parce que ça déboule là, à l'espace de quelques heures. Tandis que date limite des transactions, ça peut être long. Là. Certaines années, cette année, je pense qu'il ne restait plus grand-chose de disponible. Non, et souvent, aux joueurs autonomes, le 1er juillet, souvent, tu sais, 2-3 jours avant, les gros noms, ils ont déjà visité les installations de certaines équipes, ont des ententes verbales que plusieurs insiders connaissent déjà, puis c'est plus la confirmation des signatures, de certaines signatures. Là, il y a quelques joueurs qui tardent un peu avant de signer, mais sinon... on le sait. Ça va vite. Là. Les offres viennent vite, à minuit une, à midi une, ça arrive. Et puis, le bon vieux fax, hein? Oui, c'est ça. Ça fonctionne pareil à cette heure. Signe dans le fax, c'est réglé. Il y a beaucoup d'argent qui se brasse en ce 1er juillet. Malheureusement, Nick, je pense que toi, tu n'en reçois pas. Tu n'as pas de supplément le 1er juillet. Hein. Et disons que je suis moins en demande le 1er juillet que certains joueurs. Je vais le présenter comme ça. Et pourtant, t'en mériterais une petite part quand même. Merci, t'es bien gentil, bien gentil. Steph, vacances également, on va se retrouver à l'automne. On va suivre également tout ce que tu vas nous pondre cet été, là, des petites séries. Parler d'arbitrage un peu. L'arbitrage, les jeunes joueurs aussi qui vont faire leur début dans notre championnat la saison prochaine. Puis c'est l'évaluation des jeunes joueurs. Et puis voilà, il faut bien remplir un peu l'été. Puis au mois d'août, déjà, ça recommence. Les équipes, elles sont déjà sur la glace, c'est incroyable. Ouais, ça va commencer avec les matchs de préparation. On va faire le tour de la Suisse pour aller rencontrer les clubs. Et ça va aller vite. Donc, toutes ces capsules-là seront évidemment à suivre et à voir sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie pour cette deuxième saison d'Overtime NHL. Tous les invités qui sont passés, Nick, un habitué, Stéphane également, et des pensées également à Danny Gélina, qui est régulièrement sur l'émission, et à tous nos autres invités au cours de la saison. On se retrouve donc en septembre pour une nouvelle saison d'Overtime NHL. Merci à tous. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.